Alors bonsoir à toutes et à tous, pour ceux que je n'ai pas à saluer. Vous savez que la Torah, on l'a expliqué déjà quelques dizaines de milliers de fois, n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre d'enseignement. Et que chaque sujet de la Torah, en vérité, c'est un enseignement pour la vie. Et après, elle s'applique dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle époque. On peut utiliser les yesodot, les fondements qui sont donnés par la Torah. Et on va voir qu'on va avoir une lecture d'un passage a priori que tout le monde connaît, mais on va essayer d'avoir une lecture qui est actualisée et qu'on peut utiliser tous les jours dans sa vie. Alors ce passage-là, c'est un passage très... Ah oui, il faut se dire aussi que, ça aussi on l'a déjà dit, mais c'est pas grave, vous pouvez le réécouter, moi-même j'assiste à toutes mes conférences, c'est que la vie du peuple juif, l'histoire du peuple juif et l'histoire humaine, elles sont exactement sur le même mode, seulement que c'est les proportions qui diffèrent. Qu'un homme, il passe par 3 étapes, et aussi, le peuple juif, il est passé par 3 étapes. La première étape, les Bnei Israël étaient en Égypte. D'accord ? C'est quoi l'Égypte ? L'Égypte, c'est une prison énorme, un camp de concentration énorme. Et là-bas, ils étaient sous l'influence de Pharaon, qui les écrasait, et ils étaient enfermés là-bas sans pouvoir faire quoi que ce soit. Maintenant, en hébreu, Mitzraïm, ça se lit aussi Metzarim. Metzarim, ça veut dire les limites. Et Pharaon, il est comparé au Yetzirah, parce que par haut, c'est Péra, la mauvaise bouche, la mauvaise voix qu'il ne faut pas écouter. Et les Bnei Israël étaient là-bas, en Égypte, et Hachem les a sortis d'Égypte. Et puisque Metzarim, ça veut dire les limites, donc en fait, la Torah, elle permet à l'homme de sortir de ses limites, et à se libérer du Yetzirah qui s'appelle Pharaon. Ça va ? Maintenant, cette partie-là de l'histoire d'Israël, elle correspond à l'enfance chez un homme. Parce que l'enfant, il est enfermé dans ses limites, il est enfermé dans ses incapacités, il est enfermé à l'école, il est enfermé chez ses parents. Donc il est dans les Metzarim. Après, le peuple juif, il sort, il rentre dans le désert. Dans le désert, il reçoit la Torah. Et avec toutes les prédications du désert. Et après, les Bnei Israël, ils rentrent en Eretz Israël. Maintenant, quand les Bnei Israël rentrent en Eretz Israël avec la Torah, ça s'appelle l'âge adulte. Au moment où les Bnei Israël sont des adultes, ils rentrent en Eretz Israël. C'est comme un homme, quand il a fait, Baruch Hashem, il a fait ses études, il a fait ses années d'Yeshiva, il a eu un bon shidour, il est marié, maintenant, Dabrasek, ouais, débrouille-toi, tu es marié mon fils, tu as fait ce que tu as à faire. Et ça, c'est l'âge adulte, comme Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'âge adulte, parce que Véné Hashem à l'Aretz, les yeux d'Hachem, ils sont sur la terre. Ici, il faut le bitachon, parce que tu vois tout de suite les miracles, mais aussi tu vois tout de suite la treha, tu vois tout de suite la siyata d'Ishmaïa. Ici, c'est la terre des adultes. Nous, en Chol, on est chez les enfants là-bas, on peut se permettre, ouais. Ici, c'est les adultes. Donc, ça veut dire quoi ? La période des Bnei Israël dans le désert, en Eretz Israël, ça correspond à l'âge adulte. La période dans le désert, je suis fatigué. En Égypte, ça correspond à l'enfance. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a entre l'enfance et l'adulte ? L'adolescence. L'adolescence. Une réactivité mathématique. D'accord ? Mais, c'est quoi cette idée-là ? Que les Bnei Israël étaient donc là-bas. Mais vous savez très bien, donc il y a beaucoup d'enseignements. C'est d'ailleurs pour ça que Amalek a attaqué les Bnei Israël dans le désert. Il n'a pas attaqué en Israël. Il n'a pas attaqué non plus en Égypte. Il a attaqué dans le désert. Parce que Amalek, c'est le Yetzirah, il attaque l'adolescent. A priori, il n'attaque pas l'adulte, sauf s'il fait une crise d'adolescence tardive, ce qu'on appelle un adultère. Ouais. Ou alors, on verra les cas particuliers après. D'accord. Mais, ou alors, si il n'attaque pas l'enfant, parce que l'enfant, il est nia, il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Donc l'enfant, il n'a pas d'Yetzirah. L'adulte, normalement, il est censé ne pas en avoir. Et l'adolescent, il est dans le feu. Maintenant, encore une fois, on n'a pas fixé d'âge, donc chacun peut repousser l'âge de l'adolescence jusqu'à peu près une semaine avant la mort, parce que ça dépend bien sûr du niveau de maturité. Alors maintenant, vous avez compris ça. Donc, quand on prend ça, c'est comme la base. C'est comme un peintre, quand il doit peindre un tableau, d'abord, qu'est-ce qu'il fait ? Il met la ligne d'horizon. D'accord ? Après, il dessine, il met le fond du parterre, et après, il met le fond du ciel. Et après, il va décider, il va mettre une forêt, des animaux, il va mettre une scène de vie, il va mettre un fleuve, il va mettre des joueurs de poker. Mais ça, c'est la base. Là, je vous ai donné la base du tableau. D'accord ? Maintenant, dans ce tableau-là, la Torah, elle va donner des millions et des millions et des millions d'enseignements qui correspondent aux millions d'événements qui sont arrivés. Parce qu'il faut comprendre une chose qui est très très importante. C'est est-ce que la Torah nous raconte ce qui s'est passé, et de là, on tire un enseignement, ou non, en vérité, la Torah avait un enseignement à faire passer et elle a organisé l'histoire pour faire passer l'événement, pour faire passer l'enseignement. Vous sentez la différence ou non ? Oui, non, oui, non. A priori, c'est moi qui suis fatigué. Vous êtes en pleine forme.
je répète la question. Est-ce que Hachem, il avait une série d'enseignements à faire passer et il a organisé l'histoire pour faire passer? Parce que l'enseignement, il était écrit avant que Hachem crée le monde. C'est écrit déjà dans la Torah, la mitzvah de Matzah, par exemple. Ouais. Alors nous, on mange la Matzah parce que les ministres n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. Et s'ils avaient eu le temps, alors on aurait mangé du Hametz? Non. Hachem, il a organisé la sortie d'Égypte pour pouvoir faire passer l'enseignement de la Matzah. Ça va? Ça va? Maintenant, dans la vie, c'est pareil. Est-ce qu'on vit des événements et à cause de ces événements, on tire de leçons? Tu sais, j'ai compris beaucoup de choses. Tu sais, on dit que pour réussir un deuxième mariage, il faut d'abord réussir un premier divorce. Parce que les gens qui ne tirent pas les leçons du premier divorce, eh ben bizarrement, ils réépousent la même personne. Tu dis, mais c'est pas possible, mais je suis maudit, je suis poursuivi. Non, t'es brel. Parce que quand tu tires pas les leçons, et c'est pareil dans la vie. Les gens ils me disent, mais Rabbi Chetrit, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves? Je dis, parce que tu redoubles. Fais tes devoirs. Tu travailles pas, tu redoubles. Tu redoubles, tu redoubles, tu redoubles. Ben, c'est exactement pareil. Que les Bnei Israël, ils vont passer par une série d'événements, et ces événements, en vérité, ils sont une source d'enseignement. Mais étant donné qu'on a vu qu'au niveau macro, ouais, et au niveau micro, c'est la même chose, parce qu'au niveau microscopique, l'atome, il y a des électrons qui tournent autour. Et au niveau macroscopique, le Soleil avec les planètes. Donc c'est la même forme, c'est le même système, sauf qu'il est au niveau de la taille, c'est différent. Vous me suivez ou voilà. C'est exactement pareil. En fait, le Ham Israël, c'est un homme multiplié par des millions. Donc l'histoire d'Israël et l'histoire de l'individu, c'est la même chose. C'est pour ça que tout ce qui s'est passé avec Abraham, Isaac et Yaakov, ça s'est passé avec Ham Israël jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que, en fait, quand on vit le présent, on marque le futur. Mais seulement, il faut être d'accord d'assumer le fait que c'est comme ça. Que tous nos choix nous engagent et que si on réfléchissait bien, c'est ce qu'elle dit la Gemara, si Aaron, il avait su qu'on allait écrire dans la Torah qu'il a fait le veau d'or, peut-être qu'il se serait tué plutôt que de laisser faire. Maintenant, puisque Aaron, il réfléchit qu'on a écrit dans le Sefer Torah qu'il a laissé faire le veau d'or, vous ne croyez pas que le Hachem, il est en train d'écrire maintenant dans le Sefer Torah qu'il y a cours à Natania et que Ben Chetrit y parle et qu'il y en a un qui dort? C'est marqué. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. La Gemara dit à la fin des temps, Hachem, il va amener un Sefer Torah dans lequel c'est marqué tout ce qui s'est passé après. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et Mashiach, il écrit, et Hachem, il contrôle. Et après, au Mashiach, on fera l'Akba sur le Sefer Torah de maintenant. Et toute la vie, c'est pareil, c'est normal. Si tu avais su que si tu avais eu des meilleurs kavanotes, ton fils, au moment de la conception de ton fils aurait été différent, peut-être tu aurais réfléchi avant de penser à la voisine. Chaque chose, c'est comme ça. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le vécu, il n'est que la projection de ce qu'on est. Et ce qu'on est, ça n'est que la projection de ce qu'on devient. Après, c'est à nous de décider si on est d'accord, en fin de compte, d'assumer ce qu'on est. C'est pour ça que le nez, c'est tellement important chez nous. Une fois, je suis rentré dans un commissariat en France. Le gars, il me dit, enlevez la kippa, monsieur. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, c'est un signe ostentatoire. J'y voulais que j'enlève le nez aussi. Bon, il n'a pas répondu. Surtout que néanmoins, je serai moi-même. Bon. Alors, il y a une paracha extraordinaire qui s'appelle Shlach. Vous avez entendu parler, non? Oui, non? Bon, c'est dans la Torah. Et là-bas, la Torah, elle raconte, elle dit que les Bnei Israël ont eu peur. Et quand ils ont eu peur, au moment de rentrer en Eretz Israël, ils ont demandé qu'on envoie des Meraglim, qu'on envoie des explorateurs. Il faut que c'est toute l'histoire. Les Bnei Israël ont eu peur, ils envoient les explorateurs ont été en Israël, ils ont vu des choses, ils sont venus, ils les ont racontées. Quand les Bnei Israël ont vu ça, ils ont eu peur, ils ont pleuré. Hachem s'est énervé, pourquoi vous pleurez? Ils ont pleuré, quel soir c'était? Tisha B'Av. Il a dit, vous avez pleuré pour rien, ben vous avez pleuré pour quelque chose. Et tous les grands malheurs d'Israël, ils sont arrivés le 9 Av. Encore dans l'avion tout à l'heure, il y a une femme qui m'a dit, Rav, comment on fait pour l'Askara? Est-ce qu'on fait une Askara le Shabbat? Parce que ma mère est morte le 9 Av. Chacun, il a son petit Beth Amikdash qui disparaît. Ouais. Alors, et à cause de ça, les Bnei Israël sont restés 40 ans dans le désert en plus. Ouais. Cette génération, elle est morte dans le désert, sauf 2 personnes qui sont rentrées en Eretz Israël. De là, déjà, ça veut dire que des fois, on fait un mauvais choix et on perd une génération. T'épouses une personne plutôt qu'une autre, une génération. Tu vas à la yeshiva, au lieu d'aller travailler,
tu perds une génération. Tu vas travailler plutôt qu'aller à la yeshiva, tu perds une génération. C'est une génération. Et après, les gens ils te disent, ah, vous vous rendez compte, mon petit-fils, oh là là, il est devenu rabbin. Je dis, et vous, ah, moi, j'avais tout lâché. Mais votre père, ah, mon père, il était connu à Meknes, c'était un rabbin. T'as vu, t'as raté une génération. T'es arrivé à Paris, t'as rencontré, oulala, une génération de sauter. Et le grand-père en train de prier pour que la Torah elle revienne, et elle est revenue dans la génération d'après. 40 ans dans le désert en train de tourner comme un brel. Donc c'est marqué ici que les Béné Israël ont demandé qu'on envoie des explorateurs. Shlach lecha anashim veyaturu et eretz Kenaan. Envoie des hommes qui vont explorer, pour qu'ils explorent la terre de Kenaan. Asherani noten libnei Israël, que je donne aux Béné Israël. Maintenant, c'est très intéressant que dans cette même paracha de Shlach, le dernier passage de la paracha, c'est la paracha de Tzitzit qu'on lit tous les jours, 3 fois par jour. Oui, 2 fois par jour. Et là-bas, c'est marqué Velo taturu achare levavchem vachare einechem. Ne vous détournez pas après vos yeux et après vos cœurs. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Velo taturu achare levavchem, ne vous détournez pas après vos cœurs. De quoi on parle là-bas? On parle que quelqu'un ne doit pas détourner après son cœur. La Gemara dit Zominut. Ouais, et achare einechem zeiru avera. Les yeux, ils vont aller se balader, d'accord? Ils vont aller, on appelle d'ailleurs des yeux baladeurs, ouais. Et quand le cerveau se balade, ça crée de l'hérésie. Et quand les yeux se promènent, ça crée de la jalousie. Ouais. C'est l'arziz. L'arziz, celui qu'il ne faut jamais inviter, ce qu'on appelle l'arziz Ani. L'arziz Ani. C'est pas grave, ouais. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Velo tatouach harelevafrem, ne vous détournez pas après vos cœurs. Il dit Rashi, Kemo mitur haaretz, comme l'exploration de la terre. Regardez ce qu'il dit Rashi. A lev ve'arenaim em meraglim lagouf. Le cœur et les yeux sont les explorateurs du corps. Parce que je vous signale que le corps et le cerveau sont aveugles. Ils ne voient pas. C'est quoi les yeux? C'est les explorateurs. Donc les explorateurs, ils vont aller voir et ils vont ramener les informations. Et le cerveau, avec ça, il va analyser. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Ça va? Super. Maintenant, je vous pose une question idiote, parce que je sais que vous êtes des gens intelligents. Les explorateurs, ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé, ou ils ont trouvé ce qu'ils ont cherché? Réfléchissez, c'est bien. Ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé, ou ils ont trouvé ce qu'ils ont cherché? Ils ont trouvé ce qu'ils ont cherché. C'est extraordinaire. Maintenant, sachez que moi, quand je pose une question, c'est pas pour faire fonctionner de manière intense votre capacité neuronale. Non. C'est pour vous amener dans une lecture de votre vie. Ouais. Que est-ce que dans la vie, on trouve ce qu'on trouve, ou dans la vie, on trouve ce qu'on cherche? Tu sais, les gens, ils disent, bah, écoutez, il s'est trouvé que... J'ai dit à une femme, 10 ans de souffrance de Shalom Beit, je dis, mais juste par curiosité intellectuelle, pourquoi vous l'avez épousé? Je dis, parce qu'il était là. Je dis, mais le poteau aussi. Il a beaucoup insisté. J'ai eu besoin de lui. Il m'a soutenu. Elle était... Je dis, bon, on ne se marie pas pour ça. C'est dangereux. Parce que le jour où tu n'as plus besoin, comme quelqu'un il se casse les jambes, on lui prête des béquilles pendant 6 mois. Mais après, il n'a plus besoin des béquilles. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les béquilles? Qu'est-ce qu'on fait avec les béquilles? On peut rien faire avec des béquilles. On ne peut pas les garder pour la déco. On les jette. Je veux dire, tu ne peux pas épouser les béquilles. Parce que quand tu épouses une béquille, elle devient une prothèse. On voit les femmes qui prient que Dieu protège mon mari. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire les courses quand on a faim. Et c'est un calvaire à mort. Si déjà, il ne faut pas faire les courses quand on a faim, parce qu'on va acheter tout le magasin, à plus forte raison qu'il ne faut pas se marier quand on a faim. À plus forte raison qu'il ne faut pas emprunter d'argent quand on a besoin d'argent. Tu dis, mais alors quand est-ce qu'on va emprunter? Mais si tu empruntes quand tu as besoin, l'autre il sait que tu as besoin. Le taux d'intérêt il va monter. Alors toi tu as besoin d'argent, ok. Alors le taux d'intérêt il est fort. Mais toi tu as besoin de tendresse. Le taux d'intérêt il est fort, ça s'appelle du chantage émotionnel.
Toi, tu as besoin de reconnaissance. Mais ça va être de l'esclavagisme. Tu dis, mais je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi moi? Il n'y a pas de pourquoi, là, article quoi. C'est toi qui as envoyé les explorateurs. La preuve, c'est qu'en français, quand quelqu'un a un problème, qu'est-ce qu'on dit? On dit, eh ben, tu l'as bien cherché. Pourquoi on ne dit pas tu l'as bien trouvé? Vous parlez français, non? Je sais que vous avez quitté ce pays, mais vous parlez français encore, non? Oui, non? C'est intéressant. La langue française est très très riche. Ouais? Donc quand on dit à quelqu'un, ah bah tu l'as bien cherché, ah bah tu l'as bien cherché. Ouais? C'est vrai, tu es associé avec un baratineur. Tu dois comprendre pourquoi. Tous tes clients qui rentrent, c'est des voleurs. Tu dois te demander. Ta femme, toute la journée, les hommes la regardent. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que t'es jaloux. Elle n'a rien fait, la pauvre. Dieu l'a fait belle. C'est un défaut. Ouais. Mais toi, t'es un malade obsessionnel, jaloux. Il t'a regardé, tu l'as regardé. Vous avez échangé un regard. T'es une saleté, t'es une sale race, comme ta mère. Pourriture. Mais elle a rien fait, la pauvre. Vraiment, c'est la nia. Elle est bête et elle est belle. Elle joue les deux rôles dans le film, la belle et la bête. Hamara Yafa, ouais. Mais vraiment, elle est rien. Elle a aucune mauvaise pensée. Mais lui, il est tellement malade. Une femme comme ça, un jour, elle est venue chez moi, elle me dit, Rabbi Chetrid, je vais divorcer. Mon mari est un obsédé. Je dis, obsédé, votre mari, je le connais, il n'a rien de spécial. Oui, il regarde les femmes, il regarde dans la rue, il leur parle. Et des fois, quand elle leur demande une rue, il répond. Je dis, madame, vous n'avez pas confiance dans votre mari? Elle m'a dit, aucune confiance. Je dis, d'accord. Vous avez confiance en vous? Quand tu vois la pomme d'Adam qui fait comme ça. Je dis, votre père, il a trompé votre mère. Alors vous croyez que tous les hommes sont des tordus comme votre père? Parce qu'elle n'a pas confiance en elle, elle n'a pas confiance en l'autre. Vous avez compris? Donc le manque de confiance que tu as en toi, il fait que tu vas voir chez l'autre les soupçons. Et quand toi, tu aurais menti, tu dis à ton fils, t'es un menteur. Parce que toi, à sa place, tu aurais menti. On fait que de la projection, les trois quarts. Donc les Meraglim, ce sont les explorateurs. Les explorateurs, ils vont trouver quoi? Ce que tu cherches. Donc au lieu de demander qu'est-ce que tu vas trouver, tu ferais mieux de te poser la question, qu'est-ce que tu cherches? Moi je vois des gens, ils viennent, ils disent, Rav, je veux le Shalom Bayit. Je dis, mais pourquoi tu veux le Shalom Bayit? Tu cries, tu insultes, tu pourris, tu mens, tu trompes. Qu'est-ce que tu veux avec le Shalom Bayit? Laisse tomber. Divorce. Chas Shalom, c'est la mère de mes enfants. Mais comment? Je suis connu dans la communauté. Mais quel connu quoi? Les gens, ils connaissent pas ton vrai visage. Tu vois, tu as un rat qui est peint en oiseau de couleur. Mais Rav, on m'a dit que vous êtes spécialiste pour le shalom. Je dis, mais ça, c'est pas le shalom. C'est le cousin. Il s'appelle Has. C'est deux cousins, Has et Shalom. Je dis, quel shalom tu veux, toi? Tu vois, tu veux continuer à mentir, à tricher. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens qui n'ont la conscience de la gravité de ce qu'ils font que quand ils se font attraper. Tant qu'ils ne se font pas attraper, ils te font un adultère, la méadrine, glad cachère. Mais à l'aise, tranquille, ils en parlent même avec leurs copains. Tu sais, j'ai compris, j'ai trouvé l'équilibre. Avec ma femme, j'ai Shet Haïl. Avec ma maîtresse, j'ai Madonna. Ils ont trouvé l'exotisme et la sainteté. Je lui dis, mais ça n'existe pas, ça. On ne peut pas faire des choses tordues. On ne peut pas vivre d'un côté ou de l'autre. Parce que les tzadikim, ils vont au Lamaba. Les Rishaïm, ils vont au Geinam. Mais les moitié-moitié, ils vont où? Il n'y a pas d'endroit prévu. Vous me suivez ou... Ah, les femmes ont une réactivité ce soir. Hein. Peut-être je vais commencer à accuser les femmes parce que là, je vois que les hommes, ils sont paralysés. D'accord. Mais, non, a priori, je parle de moi. D'accord. Après, si vous assistez, c'est tant pis pour vous. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, dans la vie, on trouve ce qu'on cherche. Donc chacun, il doit faire ce qu'on appelle en français un auto-analyse, de se demander qu'est-ce que tu cherches. Tu veux la paix, tu fous la pagaille. Tu veux la vérité, tu mens toute la journée. Tu veux la bracha dans le business, tu embrouilles les clients. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Tu dis, mais je comprends pas, Rav. Ok, je trie, je mens, je vole toute la journée. Mais d'abord, c'est ma part d'un ça. Et en plus de ça, c'est pour ça que j'ai fait Aliyah, pour pouvoir voler impunément. Et à part ça,
Je comprends pas pourquoi mon fils s'est fendu la tête en tombant dans l'escalier, ma femme a travaillé une tache bizarre sur les poumons. Je dis, mais quand il y a 10 000 goy qui prient pour que tu meurs, tu vas pas attraper une grippe. C'est ça l'idée. L'idée, ça veut dire qu'on a ce qu'on cherche, mais tu dois savoir ce que tu cherches. Tu veux vraiment étudier la Torah, tu vas trouver une bonne yeshiva. Au fond, tu n'as pas envie d'étudier, mais tu dis, je voudrais rentrer à Kol Torah. Pourquoi tu veux rentrer à Kol Torah? Pourquoi on va te mettre dans une bonne yeshiva si tu veux? Au fond, tu ne veux pas étudier. Au fond, tu ne veux pas travailler. Une fois, elle m'a attrapé. Je pose la question. Ma femme me manque de respect. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, je me réveille, elle me traite de vaurien. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, d'après la Torah, de traiter son mari de vaurien? Je dis, je sais pas à quelle heure vous vous levez. Il m'a dit 17h. J'ai pas compris. Il m'a dit, je regarde des vidéos toute la nuit, je joue avec des jeux, je m'endors tard, c'est normal. Je peux pas me lever à 6h, je me couche à 4h30. Donc je dors, comme tout le monde dort, non? Tu dors pas, toi, vous dormez pas, vous? Je me réveille à 17h, en pleine forme, et je suis prêt à attaquer ma soirée. Je dis, mais vous avez de la chance qu'elle vous traite de vaurien. Moi, j'avais d'autres adjectifs beaucoup plus qualificatifs. Mais alors, le gars, il n'est pas choqué de se lever à 17h. Il est choqué qu'on le traite de vaurien. C'est bizarre. C'est-à-dire combien on peut être tellement absent de sa vie que quand la vie, elle te renvoie ce que t'es, tu t'étonnes. C'est bizarre, non? Là, tu vois que ses enfants, c'est des voyous. Mais tu les éduques? Non, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Mais de toute façon, mon père m'a pas éduqué. Oui, mais ta mère s'est pendue. Ça veut dire, les gens, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils produisent en temps réel. Mais c'est toi. Tu vois que la maison, elle est rangée parce que tu l'as rangée. Les enfants, ils sont éduqués parce que tu les éduques. Ta femme, elle est épanouie parce que ton mari, il est heureux parce que tu le rends heureux. C'est normal. Je dis, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle a? Elle fait la tête la journée. Mon mari, il aime Sean. Mais ils sont bizarres, les gens. Je te dis encore une fois, je répète, c'est débile. Hein. Je parle vraiment un langage débile. Mais je préfère parler un langage débile que d'avoir une vie débile. Ouais. On a, dans la vie, on a ce qu'on cherche. Pas ce qu'on trouve. Ce qu'on cherche. C'est-à-dire que la réalité qui est devant nous, elle est à 90% la projection de ce qu'on est. Maintenant, chacun qu'il accepte d'aller chercher à l'intérieur ce qu'il est pour comprendre ce qui lui arrive. Mais nous, on veut pas, nous. Nous, on veut pas chercher. On veut pas réfléchir. On n'a pas les nerfs. Ça nous saoule. Ça nous prend la tête. On n'a pas que ça à faire. On est déjà occupés. On a des soucis. On a une parnassa. Mais à quoi elle va te servir la parnassa le jour où tu vas voir que tes enfants, ils sont des voyous? Ouais. À quoi ça va te servir d'avoir une belle maison de 8000 mètres carrés quand ta femme, elle va te dire, je préfère partir avec un gars qui me donne un studio mais qui m'aime? Mais pourquoi tu t'es pas rendu compte? Parce que tu étais dans le coma. Et pas coma Rishona, coma Shlichit. Ouais. Parce que tu dormais. Et je vois, moi je rencontre des gens. Vous savez qu'il y a une maladie qui est obligatoire chez les juifs. Ça s'appelle khfifout. Il faut être khfif. On appelle en français la réactivité. Mais Allah, je vous mime l'activité neuronale. À quoi tu penses? Ah, rien. Eh ben, je me doutais. La vie est trop courte pour être brève. La vie, elle court. Les enfants, ils grandissent, les cheveux, ils tombent, la graisse, elle se cumule. On n'a pas le temps. Qui c'est qui a le temps d'être nul? Qui c'est qui a le temps? Ouais. Je dis pourquoi? Je te dis pourquoi. Parce que toi, tu ne te fais pas l'auto-analyse. Et c'est ça le moussard. Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Non. Le moussard, c'est une caméra que tu mets au-dessus de ta tête 24 heures sur 24 pour te regarder vivre. Et quand tu parles, quand tu agis, quand tu penses, tu dois réfléchir. Est-ce que c'est d'après la Torah? Est-ce que c'est pas d'après la Torah? Est-ce que c'est pour construire? Est-ce que c'est pour détruire? Est-ce que c'est bon pour mon couple ou est-ce que c'est mauvais pour mon couple? Si tu n'as pas la caméra allumée, tu es en danger. Pourquoi? Parce que vous voyez ce qui se passe. Quand vous voyez le mur, ça fait beaucoup moins mal que quand vous ne voyez pas le mur. Ça va? Donc les gens, ils roulent endormis. Et au moment où il y a le choc, leur fils, il leur amène Fatima. Fatima? Mais enfin, Michael, 22 ans au Tsar Torah, tu amènes Fatima? On nous a appris l'amour des peuples. La
Texra. Mais enfin, même elle est au courant que c'est pas possible. D'accord? Et les gens, ils tombent des nues. Rabbi Chetrit, qu'est-ce qu'il faut faire? Venez lui parler. Je dis, moi, je vais lui parler. Mais vous, depuis 22 ans, il est en face de vous, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, on l'a mis dans une bonne école, on mangeait kashir, on faisait Shabbat, ça veut dire on faisait la salade cuite tous les vendredis soirs. Oh, je lui ai dit, écoutez, il y a comme une boulette. D'accord. Je rappelle que le couscous, le complet poisson, n'est pas une mitzvah des 613 mitzvot. Le complet poisson ne protège pas. La pkaïla, c'est une ségoula, c'est vrai, pour la mortalité précoce. Non, je rigole. D'accord. Mais j'exagère, c'est beaucoup plus grave. D'accord. Mais il paraît que c'est un garagiste qui a inventé la recette en voyant une vidange. Mais c'est quoi l'idée? D'accord. De camion. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que l'homme, en vérité, s'il avait allumé cette caméra, il aurait vu que sa réalité, elle n'est rien d'autre que la projection de ce qu'il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il croit, de ce qu'il cherche. Mais seulement, il faut allumer la caméra. Et si quelqu'un va dire, oui, mais quand même, d'allumer la caméra, ça rend soucieux. Ouais, c'est anxiogène, c'est les nouveaux mots à la mode. Ouais. Mais je te rappelle qu'un insouciant ne peut être insouciant que sur le crédit d'un soucieux qui est soucieux. Quand vous avez 14 ans, ouais, vous êtes insouciant. Vous avez 9 ans, vous êtes insouciant. Parce que vous avez des parents gentils, des parents responsables. Alors vous pouvez rêver la légèreté de la vie. Eh ben tu redoubles. Gamzoul et Tova. T'as perdu ton blouson. Papa il va m'acheter un autre. L'insouciance. Mais à un moment, tu peux plus être insouciant. Le loyer, il faut le payer, non? Il y en a, il s'est énervé parce qu'il a vu que le loyer, c'était tous les mois. Au bout d'un mois, il a dit, oh, vous ne pouvez pas me refaire le coup tous les mois, non? Les gens, ils sont insouciants. Tu donnes ta parole, c'est une parole. Ah non, mais je disais ça comme ça, hein. Comme disait le Rav Zekri, les paroles passent, les écrits restent. C'était mon prof de maths. Des bons souvenirs. Au Hachem. J'ai mérité. 1m85. Un des plus grands de France. Ouais. Mais les tzadikim, ils étaient toujours petits. Le Rav Ephraim, il était petit. Le Rav Aaron Kotler, il était encore plus petit. Bon, alors maintenant, de quoi je parlais? L'insouciance. C'est-à-dire qu'en vérité, on ne peut être insouciant que sur le compte d'un soucieux. Maintenant, il y a un moment, ça va être notre tour d'être soucieux. Ouais. Pour que les autres, ils puissent être insouciants. Mais si toi, à l'âge d'être insouciant, t'es soucieux, parce que par exemple, tes parents sont insouciants, donc ça fait des enfants soucieux. Mais les enfants qui ont été soucieux quand ils étaient petits, quand ils arrivent à l'âge d'être soucieux, ils en ont marre d'être soucieux. Du coup, ils veulent être insouciants. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui s'engueulent et aux gens qui se prennent la tête, je dis, mais tout ce que vous vivez là, votre cauchemar, votre souffrance, la bêtise de l'autre, pourquoi je l'ai épousé, je crève, je dis, mais c'est des amuse-gueules. C'est rien à côté de ce que vous allez voir chez vos enfants. Parce que vous les rendez inconscients, vous leur détruisez leur confiance dans l'avenir, vous leur enlevez le courage, vous leur enlevez la beauté de la vie, vous leur enlevez l'idéal. Mais quand ils vont arriver à l'âge adulte, mais ils vont vomir la réalité. C'est pour ça qu'ils sont obligés de trouver des systèmes. On est condamné à être parfait. Parce que l'enfant, il va voir la perfection. Alors peut-être qu'il va réussir, peut-être qu'il ne va pas réussir. Mais les repères, ils sont clairs. C'est pour ça que père, c'est repère. Maintenant, le père, c'est repère. Mais quand le père perd ses repères, ça fait père, ça ne marche pas. Et bien, cette logique-là, c'est ça. C'est que la personne, elle doit être forte, elle doit être grande. Maintenant, de vous à moi, quelle différence entre l'adulte qui va être repère pour l'enfant, ouais, et le côté raisonnable en toi qui va être le repère pour le côté enfant qui est en toi? Je vous ai déjà expliqué 52 852 fois. Je me répète beaucoup, parce que comme en moyenne, j'en dis 10 fois plus que les rabbins normaux, donc c'est pas grave si je répète. La logique, c'est que avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut que tu éduques l'enfant qui est en toi.
Parce que le plus décevant pour un enfant, c'est de voir que ses parents sont des gamins. Donc c'est une espèce de course contre la montre. Plus l'enfant grandit, plus il faut que tu grandisses vite. Pour que si Dieu veut, tu auras 20 ans quand lui il aura 14 ans. Mais si quand il a 14 ans, il voit que tu as des réactions d'un gosse de 14 ans, il va dire mais mon père il a le même âge que moi. Mais ma mère c'est un bébé. Elle se prend la tête parce qu'elle s'est cassé un ongle alors qu'elle a une fille anorexique. Elle fait la tête une semaine parce que le carrelage il correspond pas avec la cuisine. Mais t'as un fils drogué, c'est ça ton problème, c'est le carrelage. Ils sont bizarres les gens. En vérité c'est simple, c'est qu'ils veulent pas rentrer dans le monde des adultes. Mais le monde des adultes c'est le monde de la responsabilité. Et ouais, jusqu'à quel âge on peut être sur la tête de quelqu'un d'autre? Jusqu'à quel âge? Moi je me rappelle, j'avais 14 ans, je cherchais du travail pendant les vacances. J'ai dit à mon père, je veux plus d'argent de poche. À 16 ans, j'ai travaillé à la bourse pendant les vacances. Vous savez ce que c'est? Afficheur. Vous savez, à la bourse, il y a des gars comme ça qui... Il y a un gars avec un micro, alors qui dit... Alors, il dit Ron Poulenc, 16-2, 16-2, 16-2, 16-3, 16-4, 16-4, 16-17, 17, hop, souligne! C'est-à-dire la cote, elle est finie. Une fois, j'ai oublié de souligner. Ben Chetrit, tu peux aller souligner, s'il te plaît? Parce que tant que c'est pas souligné, la cote, elle peut augmenter. Mais c'est des milliards. Ouais. Pour gagner quoi? 400, à l'époque, 400 francs, 500 francs par mois. Pour que mon père, quand il vient mon père, Zichro Libracha, il me dit, mon fils, t'as besoin? Je dis, pas besoin. C'est quand tu vois ton père toute la journée sur la machine à coudre, t'as pas envie de le saouler pour l'argent de poche. Aujourd'hui, 28 ans, papa, tu me payes le loyer. Mon fils, je suis à la retraite, j'ai mal partout. Ah, qu'est-ce que c'est pour toi? De toute façon, tu vas rien faire avec, t'es bientôt mort. Leicester, très connu. Son prénom, Burt Leicester, c'est un grand acteur. Ouais. Mais c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, la personne, elle n'a pas de reconnaissance. Pourquoi? Parce que reconnaissant, c'est soucieux. Reconnaissant, c'est mature. C'est dur d'être reconnaissant. Quelqu'un, il m'a dit, ah, j'ai des grandes décisions à prendre, j'ai mal. Je sais pourquoi t'as mal? Il m'a dit quoi? Je dis, parce que tu grandis. On appelle ça en français l'embarras du choix. L'embarras du choix. Il y a deux lectures. Il y a les gens qui sont embarrassés parce qu'ils ont un choix à faire. Et il y a des gens qui ont mal au ventre parce qu'ils doivent se faire un choix. Ben, tu sais, ce mal au ventre, c'est la chimie qui est en train de faire de toi un homme. Donc en vérité, si tu n'as jamais eu mal au ventre, c'est que tu n'as jamais fait de choix. C'est que tu n'as jamais pris de décision. Maintenant, les Bnei Israël, ils sont devant une grande décision. Ils doivent rentrer en Eretz Kenaan. Eretz Israël. Mais ils ont peur. Parce qu'ils sont dans le désert. Ils ont la bouffe. Ils ont la température. Ils ont les vêtements. Ils ont les APL. Ils ont le RSA. Ils ont tout. On a dit, écoute mon fils. Depuis la maternelle, on s'occupe de toi. On t'a fait l'école. On t'a fait les redoublements. On t'a fait la crise d'ado. On t'a fait l'argent de poche. On t'a fait la prépa. On t'a fait l'école d'ingénieur. On t'a fait les 4 ans d'Yeshiva. Maintenant, on t'a fait une choupa. On t'a fait une kala, alors maintenant, va. Ah, comment je vais faire? Ah, j'ai mal au ventre. Ah, j'ai de l'eczéma. Ah, ça me donne des boutons. Vous me laissez tomber. Vous m'abandonnez. Non, tu vas grandir. Rappelle-toi, ton père, il est arrivé avec une valise en carton. Il a même fait une chanson. Ouais. Ils n'avaient rien, ils sont arrivés, rien. Eh ben, au Hachem, maintenant, tu vois les 14 appartements, les 17... propriété, les 22 comptes en banque, au black, au crachet. Mais ils ont travaillé. Les marchés, les trucs, les stands de frites et les trucs. Il a créé une chaîne de stands de frites, ça s'appelle la Afrit, très connue, d'accord? Mais ils ont travaillé. Ils ont gagné. C'est pareil, celui-là, tu vois, il est Dayan. Tu dis, ah, il a travaillé. Hein. C'est ce que c'est Dayan. Des centaines et des milliers d'heures, des milliers de nuits. À suer sur le Tosfot, à apprendre par cœur le Shach et le Taz. Il a travaillé. Il a. Quand tu travailles, tu as. Là, j'ai dit, ah, quoi ça sert, quoi ça sert? Ça, c'est un langage de flemmard. C'est pareil. Les enfants, tu crèves, ils sont éduqués. Tu crèves pas, ils sont pas éduqués. Tu confonds l'élevage et l'éducation, toi. Les vaches, tu les emmènes dans le pré, elles mangent, elles grossissent.
Le cerveau, c'est pas pareil. Hein. Donc c'est marqué ici. Shlach lecha anashim, envoie des hommes, veyatur et eretz. Le parallèle avec la fin de la paracha. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Shlach lecha, les darteha. Alors je vous donne le contexte. Hachem ne voulait pas envoyer des explorateurs. Les Bnei Israël, eux, ils ont eu peur. Ils ont dit, on veut envoyer des explorateurs. Moshe Rabbeinu, il est au milieu. Donc il y a les Bnei Israël qui pleurent. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il se tourne vers Hachem. Il dit, Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il dit, mais moi, je te dis de ne pas les envoyer. Mais il est embêté. Ouais. Maintenant, vous voyez ces trois-là, là. Les Bnei Israël qui ont peur, Moshe Rabbeinu et Hachem. D'accord? Et bien, c'est exactement pareil. Il y a l'aneshama, la personne, le jeu, et l'enfant qui est en l'homme. L'enfant hispanique, ouais, il dit à l'homme qui assume. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'homme qui assume, il se tourne vers Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça la vie. Ouais. Maintenant, celui qui se panique en toi, c'est ton côté espagnol, puisque hispanique, par définition. Ouais. Toi, tu es censé le calmer. On dit en français, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Écoute, c'est pas un garçon pour toi. Il ment, il vole, il triche, il fume des joints toute la journée, il travaille pas, il vient d'une famille de voyous. Toi, tu es une fille de famille, tu es une fille sérieuse, tu as fait bac plus 9. Qu'est-ce que tu vas faire avec une excroissance de scooter? Oui, mais je l'aime. Vous le connaissez pas, il a un grand potentiel. Ma fille, ça marchera jamais. Il sait même pas lire. Il parle en gigotant, soit disant c'est un rappeur. Toutes les phrases, elles sont coupées. Parce qu'il a trop réfléchi. Et toi, tu dis non, moi c'est un gars comme ça. Je veux pas un gars comme vous, moi. Je veux pas un ringard. Je veux un chebran. Mais t'as pas compris, ma fille. S'il est branché, essaye de mettre les doigts dans la prise une demi-heure. Tu vas voir la tête. On voit que t'es branché. Tu dis non, je veux l'épouser. De toute façon, je veux un gars comme ça, j'en ai marre. C'est vrai, des fois, tu comprends pas. Tu vois des filles comme ça, elles épousent des mecs comme ça. L'autre, elle a fait un doctorat de droit, elle veut un mec, zéro. Rien. Ouais. Pourquoi? Ouais, mais il est rigolo, il est sympathique. Parce que les mecs de l'école, il faut voir comment ils sont. Alors la religieuse, elle veut un gars pas religieux, ce qui est plus cool. Ouais. Le religieux, il veut une fille pas religieuse. Alors, je veux pas comme ma mère, hein. Baruch Hashem, le Ma'anachem, Baruch Hashem, le Ma'anachem, Baruch Hashem. Tu veux pas une fille comme ça? Non. Tu veux une fille un peu plus cool, genre elle danse nue sur le bar. Mais elle va faire tes chouvas, Blinéder. Ok. Tu fais pas une religieuse. Maintenant, t'es embêté, maintenant. Tu rentres dans la chambre, tu la vois avec son prof de yoga, tu dis ma mère, elle aurait pas fait ça. Oui. Dans tous les systèmes, il y a des avantages et des inconvénients. Comme dans le magasin. Si, monsieur, vous avez ce carrelage à 1,80 €, mais il est biodégradable. Vous avez celui-là à 26 € le mètre, mais il est garanti 62 ans. Oh, c'est cher. Vous pouvez prendre l'autre. Toute la vie, c'est comme ça. Tu veux des valeurs ou non? Tu veux des efforts ou non? Tu veux de la kedusha ou non? Tu veux de la pureté ou non? Tu veux de l'argent cachère ou non? Ah, mais vous savez, Rav, il faut fermer les yeux. On a vu des rabbins qui ferment les yeux. C'est normal, ils finissent aveugles en général. Ouais. Non. Tu veux du cachère ou pas du cachère? Ça coûte cher. Tu veux de la qualité ou pas de la qualité? Ah, mais j'ai pas besoin, j'ai trouvé 3 Romains, ils m'ont refait l'électricité. Ok. Bon, maintenant, la maison, elle a pris feu. Oui, mais enfin bon. C'est quand même pas normal que quand tu allumes la lumière, il y a de l'eau qui coule le long des lustres. Il y a un truc qui va pas là. Non, ça doit être un problème d'isolation. Est-ce qu'ils ont gainé au moins les tuyaux? Non, pas du tout. C'est cher. Ah bon? Vous savez que le ciment, il attaque le cuivre. Et les soudures, elles s'ouvrent. Ça fait une micro-fissure dans la chape. Alors pour la trouver, celle-là, pire que l'intifada. Ouais. Mais si déjà les tuyaux qui ne sont pas gainés, ils font des fuites, tu crois que les filles qui ne sont pas éduquées, ils n'ont pas des fuites? Après tu téléphones, Ramet Chetrit, ma femme, le prof de yoga. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu savais comment elle était quand tu l'as prise, non?
Ah, mais je pensais pas. Je pensais quand même qu'elle avait des valeurs. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que la fille, depuis l'âge de 3 ans, lui dit arrange ta jupe, tu crois que c'est pour rien? Et tu crois que celui-là, mets ta kippa, fais attention à ce que tu dis, ne fais honte à personne. Depuis qu'il a 4 ans, tu crois que c'est pour rien? Mais je comprends pas pourquoi les gens, ils jouent les apprentis sorciers. Ouais, avec du plomb, ils veulent faire de l'or. Est-ce qu'un piano, est-ce qu'un chameau, il écrit une symphonie? Moi, ils viennent chez moi, ils me disent, Rav Chetrit, je veux que mon mari, je veux que mon mari, je veux que mon mari. J'ai écouté, votre mari, il n'est pas comme ça. Votre mari, c'est un manuel. C'est pas un intellectuel. Le contraire, votre mari, c'est un intellectuel. C'est pas un manuel. Votre mari, c'est un créateur. C'est pas un commercial. Votre mari, c'est un Kollelman. C'est pas un chef d'entreprise. Il est comme il est. Maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous allez apprendre à l'aimer tel qu'il est, soit toute sa vie, vous allez lui reprocher de ne pas être devenu ce qu'il aurait dû être. Quelle différence entre les deux? Un ulcère à l'estomac. Pour rien, en fin de compte. Parce que ton mari, il est extraordinaire. Mais il a un seul défaut, c'est qu'il te ressemble. Mais comme toi, tu ne te connais pas, donc tu ne veux pas voir jusqu'à quel point il te ressemble. Le jour où tu vas te connaître, tu vas dire, mais c'est exactement le mari qu'il me faut. Donc ça veut dire que quand tu as envoyé les Meraglim, quand tu as envoyé tes yeux pour aller explorer, quand tu as été chercher la petite bête, quand tu as invité les deux cousins qu'il ne faut jamais inviter, les deux cousins, Paul et Mike. Vous les connaissez ceux-là, non? Paul et Mick. Dès que tu sens que Paul et Mike arrivent, tais-toi. Tu dis non, mais c'est juste comme ça. Ils disent c'est Stam. Pourquoi tu as dit ça? Stam. Stam, ça veut dire super tamé mort. Jamais on parle pour rien. Si c'est toi qui parles, tu parles avec une bonne intention. Si tu parles pas avec une bonne intention, tu parles avec une mauvaise intention. Il y a un proverbe en arabe, on regrette jamais les mots qu'on n'a pas dit. Mais combien de fois tu regrettes de ne pas t'être tu, que ça t'a tué de parler? C'est une maladie, ça s'appelle si j'avais su. Mais tu sais ce qui s'est passé? Les Meraglim, ils sont partis, avec les mauvaises recommandations, avec les mauvaises pensées. Tes yeux, ils ont parti, avec la mauvaise pensée. Ouais. Toi, tu es parti avec un a priori. Toi, tu es parti avec un manque de l'écave de route. Toi, tu es parti avec une paranoïa. Toi, tu es parti avec une peur. Toi, tu es parti avec une ramma. Donc, qu'est-ce qu'il a récolté? Ils ont récolté. Le parano, il récolte de quoi nourrir la parano. Le douteux, il récolte de quoi nourrir son doute. Le peureux, il ramène de quoi nourrir sa peur. Mais le courageux, il trouve des preuves comme quoi ça valait le coup. L'entrepreneur, il trouve des solutions au lieu de trouver des problèmes. Donc en vérité, ça dépend ce que tu cherches. Ça va? Mais regarde Rashi, comment il est beau. Shlach lecha. Rashi, il a dit les dartecha. Ça veut dire quoi? Selon ton intention. Parce que da'at en hébreu, ça veut dire aussi intention. Ma da'at. Ouais. Quelle est la signification? Quelle est l'intention? Quelle est la volonté? Rachid dit, Hachem, il dit, moi, je ne veux pas envoyer des explorateurs. Vous les envoyez. Tu veux les envoyer Shlach lecha. Shlach lecha, les dartecha. Ani eni metzavelecha. Moi, je ne t'ordonne pas. Im tirtse shlach. Si tu veux, envoie-les. Ça va? Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Les filles chez Baou Israël ve'amrou nishlecha anashim lefanenu. Parce que les bénis Israël sont venus et ils ont dit, envoyons des hommes devant nous. Envoyons des explorateurs. Kemoshe Nehemar, comme il est marqué, Vatikrevun elai kulchem, vous vous êtes tous rapprochés de moi. Ou Moshe nimlach bashechina. Et Moshe a demandé conseil à la présence divine, à Hachem. Hachem, il a répondu, Ani amarti lahem sheitova. Moi, je leur ai dit que la terre, elle est bonne. Chez Nehemar et ele etrem meroni mitzraim. Parce que je vous ferai monter de la pauvreté d'Égypte pour aller vers une terre de richesse, de lait et de miel. Chayehem. Hachem, il a juré, par leur vie, chez Ani noten lahem makom litrot, que je vais leur donner un endroit pour se tromper, une opportunité de se tromper, bédivré ameraglim, dans les paroles des explorateurs, les ma'an lo irashua, afin qu'ils ne l'héritent pas. D'accord? Vous connaissez le contexte, vous connaissez l'histoire, et je vous ai traduit Rashi. Ça va? Maintenant, je vous donne une autre lecture de Rashi,
qui n'est pas écrit dans Rashi. C'est une lecture de Rashi. Ça va? Et que j'ai lu nulle part. C'est au pire, j'ai raison. Maintenant, je prends ce Rashi-là et je l'applique à une lecture entre guillemets de Moussar. C'est bon? Lecha, c'est quoi Lecha? Toi. Pour toi. D'accord? Maintenant, quand on dit Ani olech le Yerushalayim, ça veut pas dire je vais pour Yerushalayim. Ça veut dire je vais vers Yerushalayim. Donc Lecha, ça veut dire pour toi. Ça veut dire aussi vers toi. Donc quand Hachem il a dit à Avraham Avinu, Lech Lecha, ça veut dire aussi va vers toi. Maintenant, c'est qui toi? Toi, c'est pas ton corps, c'est pas ton squelette, c'est pas tes muscles, c'est pas ta capacité intestinale ou ta surcharge pondérale. Ouais. Toi, c'est ta conscience. C'est ta personne. Par exemple, là, je vous parle. Je vous parle à vous. Vous m'écoutez. Mais qui c'est qui m'écoute? Vos oreilles. Qui c'est qui m'écoute? Votre neshama. C'est vous, c'est votre conscience, c'est votre moi. Ça va? Comment on appelle ça en hébreu? Le da'at. Maintenant, le da'at, c'est ce qui est chez la personne le moi. C'est lui qui prend les décisions. Ouais. C'est lui qui est à l'origine des choses. Moi, je l'appelle en français la source de l'impulsion première. Quand tu dis quelque chose, quand tu fais quelque chose, quand tu penses quelque chose, d'où ça vient? Qui a pensé? Qui a dit? Qui a fait? Pourquoi tous les irresponsables, quand ils se font attraper, la première chose qu'ils disent, c'est pas moi? Alors c'est qui? Mon fils, tu étais seul à la maison. Il manque 5 euros. Le billet, il y avait une croix dessus. On l'a retrouvé dans ta poche, avec des marques de confiture. Et tu as de la confiture sur tes doigts. Et c'était dans ta poche. Alors qu'est-ce que tu penses? C'est pas moi. Je vous dis que c'est pas moi. Pourquoi vous m'accusez toujours à moi? Pourquoi vous avez un appris? De toute façon, depuis que je suis né, de toute façon, vous m'avez jamais aimé. De toute façon, vous m'avez pas désiré. Je suis sûr que je suis né d'un préservatif troué. Ah, des fois, les enfants, ils te mettent dans une situation. Tu dis, mon fils, on sait que c'est toi. Alors pourquoi tu nies? Non, celui-là, il a 5 ans et demi, il s'est fait attraper avec un billet de 5 euros. Celui-là, on a les photos, on a les vidéos de ses rendez-vous avec la maîtresse. Pourquoi il ment? C'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est-à-dire un déni de réalité. C'est quoi l'intérêt? Comme si, avec des mots, on pouvait faire disparaître une réalité. T'as planté un gars de 100 000 euros. Dis, j'ai planté de 100 000 euros. Non, c'est pas moi. Vous vous trompez. Refaites les calculs. Non, dis, j'ai planté. Dis que j'étais maladroit. Dis que je suis un voleur. Dis... Mais ça sert à rien de dire que c'est pas moi. À quoi ça sert? On a déjà mis le plastique par terre, on a amené les couteaux. C'est fini. Tu vas finir en lanière de tes finines. Mais au moins, reconnais. Alors, il y a deux lectures. Il y a une lecture, on va dire rationnelle, que la personne n'arrive pas à reconnaître. Parce que quand même, le muscle le moins développé chez l'homme, ça s'appelle la remise en cause. Mais il y a autre chose. C'est que quand la personne n'a pas développé son jeu, au moment de l'action, c'était pas elle, c'était Yetzirara. Donc en fait, c'était pas elle, c'était pas moi. Comme le serial killer. Il a tué, il dit, je vois ma main en train de poignarder la petite vieille, ouais, et je comprends pas pourquoi ma main, elle est en train de faire ça. Comme si le gars, il était étranger de son corps. Maintenant, des fois, tu es étranger parce que tu es bête, des fois, tu es étranger parce que tu as peur, des fois, tu es étranger parce que tu veux pas assumer, ouais. Des fois, tu es étranger parce que tu as pris trop de vitamines illicites. Mais en tout cas, à ce moment-là, tu n'étais pas. On dit en français, je n'étais pas moi-même. Alors normalement, je m'excuse, hein, peut-être que c'est un niveau de maturité qui est trop exigeant. Une fois, une psychologue, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, Rabbi Chetrit, j'ai écouté des centaines de cours, arrêtez de dire c'est normal, c'est pas normal. Mais ce que vous demandez, c'est pas normal. Votre niveau de normalité n'est pas normal. Parce que moi, j'ai toujours dit que d'être normal, c'est normal. Là, j'ai dit non, aujourd'hui, d'être normal, ça mérite la médaille du mérite de la ville de Paris. C'est normal d'être normal, non? Oui, non, oui, non. Elle dit oui, mais vous, votre niveau de normal, il est trop normal. Il est trop haut. Il n'est pas normé. C'est anormal. Moi, je dis un père, il doit être un père. Une mère, elle doit être une mère. C'est normal. D'ailleurs, quand les parents font les enfants, c'est les enfants qui font les parents. Parce que c'est pas normal.
C'est tout. Donc ici, c'est marqué que la norme, elle est définie par toi. Maintenant, quand toi, tu n'es pas dans ta réalité, quand toi, tu n'es pas dans ton choix, donc quand la chose, elle ne vient pas de toi, donc tu n'arrives pas à remonter à toi, les dartecha. C'est ça en français, ça s'appelle la remise en cause. Vous parlez français quand même, non? Donc il y a la cause c'est la loi de causalité qui génère la conséquence. La mise en cause, ben, c'est d'accepter que je suis lié à la cause, qui accessoirement se trouve être moi. Ouais. Et la remise en cause, c'est de perpétuer le sentiment de perception de ma responsabilité, qu'on appelle en français la maturité. Donc la remise en cause, en fait, c'est la maturité. Donc quand on n'arrive pas à se remettre en cause, c'est pas un problème d'entêtement ou de maroquinerie ou de psychorigidité. Non, c'est un problème de maturité. Maintenant, quand tu vas te remettre en cause, ça veut dire que quand tu vois un événement, tu remontes l'événement à toi. Par exemple, tu es seul sur la table, tu te retournes, tu fais tomber le verre. Après, tu dis, oh, qui c'est qui a fait ça? Oh, qui c'est le gaucher? Tu dis, mais enfin, chérie, tu étais seul. Peut-être tu as fait un faux mouvement, peut-être tu as tourné la tête, peut-être. La chose, normalement, c'est de dire tout de suite, écoute, je suis seul, le verre, il est tombé. Soit la maison est tentée, soit tu as pas fait attention, tu as fait tomber le verre. Combien de temps ça prend pour faire cette question-là? 1 seconde. Ça s'appelle la remise en cause. Maintenant, la remise en cause, d'un côté, c'est angoissant, parce que, alors voilà, c'est encore de ma faute. Alors là, Ben Chétrid, à chaque fois que tu vas au cours, c'est de ta faute. Alors là, tu dis, moi, je suis venu pour montrer que mon mari était un brel, que ma femme était une hamara, il m'a complètement fracassé, il m'a tout remis en cause. Je dis, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune hamar au carré. Ouais. Le fait d'être mis en cause, d'un côté, c'est angoissant, parce que genre, c'est encore à cause de toi, mais d'un autre côté, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que c'est aussi grâce à toi. Vous me suivez ou non? Puisque c'est toi qui as les choses dans la main, puisque tu es la cause, c'est toi qui tiens le volant. Donc d'un côté, tu dis quoi? S'il y a un accident, ça va être de ma faute. Mais d'un autre côté, puisque c'est toi qui tiens le volant, eh ben tourne le volant, puisque c'est grâce à toi. Vous me suivez ou non? Ce qui est à cause de toi, c'est aussi grâce à toi. Et c'est ça la force du Yetzirah. Le Yetzirah, c'est qu'il t'a tellement complexé par le à cause de toi, qui t'empêche de penser que c'est grâce à toi. C'est pour ça que le Yetzirah, avant la faute, il te rend inconscient, et après la faute, il te rend coupable. De toute façon, je suis foutu, de toute façon, je suis sale, de toute façon, je suis pourri, de toute façon. Mais si vraiment tu étais pourri, tu serais déjà mort. C'est quoi pour le bon Dieu de mettre une peau de banane en bas de l'escalier? Avec un balancement vers l'arrière et un coup juste en bas du crâne qui te tue net. C'est rien pour les... Comme dit Cyril, c'est de l'Arnoula, d'accord? Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il t'a pas tué, le bon Dieu? Tu sais pourquoi? Parce que tu as la solution. Fais tchouva, change, grandis, va t'excuser, rends l'argent. Prends le téléphone et dis à ta femme, j'ai été odieux hier soir. Appelle ton mari, tu dis, écoute mon amour, je m'excuse de t'accueillir avec cette gueule de morte, alors que tu passes une journée pour nous gagner les 10 000 shekels dont on a besoin. Je m'excuse, Mechila, que je t'accueille avec cette tête. Je m'excuse, Mechila. Bon, je suis fatigué, oui, je suis enceinte, oui, je suis truc. Et alors parce que je suis pas bien, alors quand tu rentres, toi, tu dois trouver une femme souriante, épanouie. Et pareil pour ton mari, c'est normal. Tu vas rencontrer la femme de ta vie, l'amour de ta vie. Alors, à quoi ça sert de lui faire des textos enflammés quand tu es à 10 000 km et faire la gueule à la maison? Tu sais quoi? Casse-toi et envoie des textos. Ça, cette idée-là, ça veut dire que quand il arrive un événement, si tu crois en Dieu, si tu crois pas en Dieu, il vaut mieux que tu habites un étage élevé. Mais si tu crois en Dieu, ouais, quand il arrive un événement, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Shlach lecha. Ouais. Va chez toi, remonte chez toi. Tu as un problème avec l'enfant, réfléchis chez toi. Tu as un problème avec la parnassa, réfléchis chez toi. Tu as un problème avec la santé, réfléchis chez toi. Ne dis pas ma femme met trop de sel. Ouais. C'est toi. Pourquoi Ok, tu prends 3 cacahuètes salées. Tu finis le paquet.
Tu prends une petite boha, Shabbat matin, ok, un demi-litre. Eh, votre Shabbat. Quel cas votre Shabbat? Un coma éthylique chaque Shabbat matin. Femme ringen, femme. Mais t'es bourré, regarde ta gueule, t'es bourré. Ouais, je sais pas. Tu vois pas que le gars qui te dit les haïm, lui, il goûte à peine. Et toi, tu enfiles les verres. Après, tu rentres chez toi, ta femme m'a dit, c'est ça que j'ai épousé un ivrogne. Mais un ivrogne, l'irvot Shabbat. Pas un clochard. Un ivrogne, l'irvot Shabbat. Et quand les enfants, ils voient leur père vomir sur le canapé, ils disent, ah, les chadodili. Ils doivent voir un malach, un ange qui rentre. Un ange, ils voient leur père, un ange. Ils voient, oh, papa, il est arrivé. Oh, ils vont aller voir arriver avec le cavote. Ah. Puis ils disent, oh, ça valait la peine d'avoir un père comme ça. Pour voir un clochard. Quel intérêt? Oh, on a bu un petit verre, on s'est détendu, on a beaucoup de stress. Ne regarde pas qu'est-ce que les enfants y voient. Regarde qu'est-ce que tu leur montres. Maintenant, ce qu'ils voient, c'est pas de ta faute. Mais ce que tu leur montres, c'est de ta faute. Ça s'appelle lecha. Shlach lecha. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Les dartecha. Remonte à ton da'at à toi. Ouais. Parce qu'on a dit ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce que tu vas trouver, c'est ce que tu cherches. Mais regarde qu'est-ce que tu cherches. Parce que tu ne peux pas être ironique avec ton enfant et dire je veux le construire. Mais non, puisque tu le casses. Tu ne peux pas dire ma femme elle bégaye alors que tu l'insultes. Tu ne peux pas dire mon mari il n'a pas confiance en lui alors que toute la journée tu es en train de lui dire de toute façon tu es un bras cassé, de toute façon tu es un nul. Regarde mon frère, regarde mon père, regarde ce qu'ils ont fait. Toi tu n'es pas capable. Tu es capable de rien. Tu l'as castré mentalement, physiquement. Et après tu dis il n'est pas capable. Les dartecha, shlach lecha, les dartecha. Vous me suivez ou non? C'est là-bas qu'il faut aller chercher. Donc, quand l'homme il a un souci, quand l'homme il a un choix, quand l'homme il a une réflexion, il doit aller chez lui. Maintenant, des fois, il a du mal à réfléchir, il a du mal à raisonner. Pourquoi? Parce qu'il est pris par son Yetzirara, parce qu'il est pris par sa peur, parce qu'il est pris par son inexpérience. Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit, sa Neshama? Elle lui dit, Ani, eni metzavelecha. Moi, je t'ordonne pas. Ouais, vous avez compris la situation. Les Bnei Israël ont peur. Ils veulent envoyer des miraglim. Ils vont voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est censé être le raisonnable, la raison. La raison, elle demande au bon Dieu. Le bon Dieu, c'est quoi? C'est le bitachon. Le bitachon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais je comprends pas, t'as pas confiance. Moi, je t'ai dit que la terre, elle est bonne. T'as pas confiance. Donc, jamais je vais t'ordonner. D'accord? Toi, tu es convaincu que si tu travailles pas 19 heures par jour, tu n'auras pas la parnassa. Alors, si tu ne travailles pas 19 heures, tu n'auras pas la parnassa. Toi, tu penses qu'avec 1 heure par jour, tu as la parnassa. Avec 1 heure par jour, tu as la parnassa. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu te rends pas compte. Tu connais pas la conjoncture. Tu connais pas le marché. Tu connais pas le prix du travail. Tu connais pas la situation. Ok. Tu penses vraiment qu'il faut travailler 19 heures? Attention, parce qu'à 18 heures, tu n'auras pas de parnassa. Toi, tu es convaincu qu'avec 2 heures, tu peux gagner ta vie? Eh ben, tu peux le faire. J'ai vu des gens, il m'a dit, un gars, il était grossiste en matériel de je sais pas quoi. Il prend de Chine, il m'a dit, je passe 2 heures par jour. 2 heures par jour. C'est tout. Ça sert à rien. Tout le reste, tu fais genre de la prospection, du développement, tu fais tu fais de l'image sur Internet, du marketing, tu gagnes la même somme. Le mec, il fait 2 heures. Il a 5 clients, il les appelle les 5. Bonjour, truc. La nouvelle gamme est arrivée, ça vous intéresse? Combien de pièces? 20 000, d'accord. Il appelle le chinois, il dit c'est bon, tu peux faire partir les 20 000. Pro forma, trac, 2 heures. 2 heures. Le mec, il est bien, il a pris ses 3 000 euros, il retourne au Beth Midrash. Et l'autre, non, il faut refaire, il faut développer, il faut truquer, on va ouvrir un bureau là-bas, on va prendre des gens, on va truquer, on va refaire l'image, on va développer. Allez, 18 heures, 22 heures, 26 heures, combien t'as pris? 3 000. Ah, mais à la sueur de mon front, ah, c'est 3 000, je les ai payés, je les ai gagnés. 3 000. Voilà. Mais l'autre, il a fait le Daf Yomi, il a fait 24 Mishnayot, il donne cours l'après-midi, 2 heures. Et voilà. Et avec ça, il passe toutes les soirées avec ses enfants. Et toi, je peux pas, j'ai refait les calculs, je parle avec le comptable,
On a réfléchi à ouvrir un bureau sur Madrid parce qu'on paye 0,02% d'impôts en moins. Et Hachem, il se marre. Il se marre. Lui et Moshe, les deux. C'est marqué, il se marre, Moshe. D'accord? Même Albert, dont on n'a pas retrouvé les téphilines. Albert Einstein. Ouais. Il a dit, l'homme fait des plans et Dieu, il rigole. Et il rigole. Il le voit en train de... Et il rigole, il rigole. Quand j'étais jeune, il y a un peu d'eau là, on ne peut pas le faire. Des fois, il y avait une mouche qui était posée sur la table. Il imitait le budget aujourd'hui. Il y avait une mouche sur la table. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, en grand pervers? Doucement, je pose un verre sur la mouche. Maintenant, le verre, il est translucide. Maintenant, la mouche, elle est dans le verre. Ça va? Et après, elle veut s'envoler. Elle s'envole, tac, elle tape sur le verre. Et qu'est-ce que vous faites? Très doucement, il faut faire très doucement. Vous levez le verre en parallèle à la table. Exactement parallèle. Et bien, c'est très bizarre, mais la mouche, elle continue à faire... Et elle essaye d'aller vers le haut, elle essaye d'aller vers le haut, et elle reste enfermée comme ça. Épuisement, elle va tomber. Elle ne pense pas à la Hamara qu'il y a les 3/4 qui sont ouverts en dessous. Elle peut faire comme ça. Si vous allez dire, cet exemple est complètement débile. Moi, j'ai vu des gens, ils me viennent, ils sont bloqués. Ils ont une situation bloquée. Ils sont bloqués avec un enfant, ils ne savent plus comment faire. Ils sont bloqués avec leur femme, ils ne savent plus comment faire. Ils sont bloqués avec leur mari, ils sont bloqués avec leur belle-mère. Non, mais ça, c'est normal, d'accord? Mais ils sont bloqués, ouais. Et moi, j'ai dit au gars, je ne comprends pas. S'il y a un mur devant toi, un mur, et il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, qu'est-ce que tu fais? Alors, il y en a qui me disent, eh ben, je m'assois par terre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah bon? Et toi? Moi, je casse le mur. Ah bon? Et toi? Je sais pas. Ah bon? Et vous, qu'est-ce que vous dites? Je dis, moi, je fais le tour. Ah, mais vous avez pas... Mais je t'ai dit qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Je t'ai pas dit qu'il n'y a pas de solution. Alors, quand le bon Dieu il pose une question, il n'y a pas de réponse. Il y a une réponse. Mais tu sais où elle est la réponse? Là où ça te dérange le plus. Alors, t'es prêt à changer ou là? Ou là là? C'est ça la question. C'est ce qu'il a dit là. Ouais. Ani eni metzavelecha. Moi, je t'ordonne pas. Ouais. Moi, je te dis, il faut pas envoyer les miraglim. Moi, je te dis, c'est pas la peine d'aller à la faculté. Moi, je te dis, c'est même pas la peine d'aller travailler. Mais toi, tu dis, si, il faut. Ok. Moi, je te dis, c'est pas la peine de faire toutes les soirées de célibataire. Hein, comme ça, une fois un élève à moi. Il me dira, il faut que je me marie, Il a commencé Shidour à Marseille, Shidour à Lyon, Shidour à Strasbourg, Shidour en Israël, Shidour à Copenhague, à Amsterdam. Il était partout. Un jour, il a dit, j'en ai marre. Je dis, bah tu sais quoi, assis-toi. Il m'a dit, ok. Il est revenu, il s'est assis. Chavruta, il étudie. Le gars avec qui il étudie. Au bout d'une heure, il lui dit, dis-moi, tu veux pas te marier? Il dit oui. Il lui a présenté sa sœur. Ils se sont mariés, ils habitent à Ofakim, ils ont 9 gosses. Le mec, il a fait le tour du monde, sa chavruta, elle était devant lui. Sa femme, elle était devant lui. De Sarcelles. Ça veut dire quoi? C'est un phénomène en neuropsychologie qui s'appelle Shra. Les goïms, ils appellent ça le bonheur est dans le pré. Le bonheur, il est dans le pré, il n'est pas loin. Oh, ça doit être super là-bas, ça doit être super. Le bonheur est dans le pré. Donc au lieu de regarder la vache de l'autre, regarde celle que tu as épousée. Parce que le bonheur est dans le pré. En plus, elle s'appelle Marguerite, c'est Mina Shamaim. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Shlach lecha ledartecha. Ouais. Ça veut dire que tu vas aller fouiller à l'intérieur de toi-même. Tu vas aller réfléchir à la cause. Tu vas regarder ton contexte. Tu vas voir ta situation. Tu vas voir. Pourquoi? Parce que ton manque, il te donne ta réalité. Ton manque de bitachon, il te crée le problème dans la parnassa. Ouais. Et ton manque de confiance en toi, il te fait que ou tu ne finalises pas les projets ou qu'on t'envoie des embrouilleurs. Ta malhonnêteté profonde, elle fait que tu rentres dans des business tordus. D'accord? Si toi, tu as peur, alors tu vois des choses qui ne sont pas normales. Si toi, tu as des nerfs,
Alors tu te rends compte des gens qui t'énervent. Mais si toi tu avais été à l'intérieur de toi-même, tu aurais compris ce qui se passait. Vous savez toujours, il vous montre la vidéo avec le chat qui se bagarre avec son reflet. Mais toi tu rigoles, tu dis qu'il est bête ce chat. Mais regarde-toi, tu ne te bagarres pas avec ton reflet toi. Pourquoi ta femme c'est pas ton reflet? Tes enfants c'est pas ton reflet? Ta réalité c'est pas ton reflet? Mais la réalité c'est ton reflet. Donc quand tu te bagarres avec le reflet parce que tu t'énerves, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces enfants? C'est quoi cette femme? C'est quoi cette vie? C'est quoi cette ville? C'est quoi cette communauté? Mais elle a un seul défaut, ta vie. Elle te ressemble. Maintenant, si toi tu étais capable de dire ok, c'est ma vie. C'est ça le bitachon. Le bitachon, c'est pas d'espérer que Dieu va t'envoyer ce que tu attends. Le bitachon, c'est d'accepter que ce que Dieu t'a envoyé, c'est bien. C'est bon pour toi. Tu es prêt à faire ça? Ou tu vas être toute ta vie dans la ta'ana? Et pourquoi? Et pourquoi c'est pas comme ça? Et pourquoi c'est pas comme ça? Combien de fois les gens ils m'appellent? Rabbi Chitris, vous trouvez ça normal? Mais qu'est-ce que c'est pour lui? Mais qu'est-ce que c'est pour elle? Et qu'est-ce que c'est 1000 euros? Et pourquoi ils me saoulent? Et pourquoi ils me font ça? Et est-ce que c'est normal? Et est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est... Je lui dis, mais pourquoi tu es toujours dans l'exigence? T'as pas compris que le Yetzer Hara de l'exigence, il génère l'insatisfaction. D'accord? Et comme ton manque, c'est de l'insatisfaction, c'est normal que tu génères des gens qui vont générer chez toi l'insatisfaction. Je sais ce que tu vas dire. C'est très bien. C'est très bien. On te sert à manger, tu manges, tu dis, c'est bon. C'est très bon. Tu dis pas, c'est pas comme ma mère. C'est un peu trop salé. C'est un peu chaud. La sauce, elle est trop liquide. La pâte, elle est un peu molle. Pourquoi t'es pas mort hier? Je veux dire, pourquoi? Toujours à râler, toujours à te plaindre, toujours à voir les défauts. T'es pas fatigué de fabriquer du vinaigre à longueur de journée? Tu sais pourquoi? Parce que ça tue de dire merci. Les orgueilleux. Ça tue de reconnaître ses torts. Les entêtés. Alors qu'en vérité, moi je te dis, celui qui est entêté, celui qui est orgueilleux ou orgueilleuse, il n'a même pas commencé à vivre. Parce que la vie, elle va commencer quand tu maîtriseras ton Yetzer Hara. Mais tant que tu es un serviteur du Satan, donc c'est-à-dire que tu es un serviteur de tes peurs, de tes pulsions, de ta lourdeur, de tes a priori, de tes angoisses, de tes nerfs, de tes névroses, tu n'es même pas né. Ça s'appelle Rechaim Bechayem Nikraim Metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. C'est-à-dire que, pour ça qu'on dit Baruch Mechayem Metim, béni soit ceux qui reviennent parmi les morts. Et c'est pour ça que la Teshuvah, elle est comparée à la résurrection des morts. Parce qu'en fait, la Teshuvah, c'est un mort qui est revenu à la vie. Maintenant, tu n'es pas obligé de faire Teshuvah sur des avérotes pourris. Tu peux faire Teshuvah sur l'entêtement. Tu peux faire Teshuvah sur la vision négative. Tu peux faire Teshuvah sur le Mshen. Fais Teshuvah sur le Mshen. Sois souriant. Sois positif. Parce que tu entends cette voix à l'intérieur de toi. Qui te dit, écoute, tu fais la gueule, mais tu sais que ça ne va rien te rapporter. Tu mens, mais tu sais que tu vas te faire attraper. Mais quand même, tu le fais. Ani animé de Savelecha. Hachem dit, moi, je ne t'ordonne pas. Ta conscience, elle te dit, c'est pas bien. Mais toi, quand même, tu continues. Pourquoi? Parce que tu dis, les gens sont bêtes, on peut les embrouiller. À Boutaï, c'est pas important que les gens sont bêtes, les gens sont bêtes ou sont intelligents. Ce qui est important, c'est que les choix qu'on fuit le plus sont ceux qui nous rattrapent les premiers. D'accord? C'est que tu projettes tes manques. Donc celui qui connaît ses manques, il sait exactement sur quoi il va être éprouvé et sur quoi il est éprouvé. Celui qui ne connaît pas ses manques, il passe sa vie à se plaindre d'une réalité qu'il a créée lui-même par ses manques. Vous me suivez ou non? C'est comme les gens qui ne communiquent pas dans leur couple, après ils disent « Ouais, il n'y a pas de communication. » Eh bien, communique. Y a pas... Les gens qui font rien, qui prennent jamais l'initiative, après ils disent « Ouais, on fait rien tous les deux. » Eh bien, fais quelque chose. Organise. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a?
Allez, vas-y, tu prends un bus, tu prends un truc, on va à Tibériade, on loue un truc, on va à Eilat, c'est rien. Voilà, tu prends 350 shekels pendant les promotions, on part tous les deux, week-end amoureux à Eilat. Allez, Arkia, l'avion, le khalababa, l'hôtel, tout. Ah, mais tu sais, prends ton téléphone, y a encore des places. Tu sais quoi, je suis fatigué, j'ai pas le courage. Alors crève. Toi qui aspires au repos, il y a des endroits, c'est marqué partout, ici repose, ici repose, ici repose, ici repose, ici repose. On a le temps de se reposer. Non, les gens ils sont fatigués du matin. Non. Il s'est marqué. Ani eni metzavelecha. Ouais, moi je t'ordonne pas. Donc ta conscience elle te dit que c'est pas bien. Ta conscience elle te dit que c'est pas un gars pour toi. Ta conscience elle dit ne travaille pas avec ce gars-là, c'est un voleur. Ta conscience elle te dit cette fille elle est pas sérieuse. Ta conscience elle te dit ton père il a raison. Et toi tu t'entêtes. Ok. Alors tu sais ce qu'il dit Hachem. Ani eni metzavelecha. Ouais. Im tirtse shlach. Si tu veux, envoie. Je dis, je comprends pas. Tu viens de me dire que je t'ordonne pas. Non, tu viens de me dire shlach lecha ledartecha. Remets-toi en cause, remonte à ta volonté première. Après, tu me dis, moi, je t'ordonne pas. Ça veut dire que c'est pas raisonnable, il n'y a pas de bracha. Et après, tu me dis, mais, im tirtse shlach. C'est bizarre, non? C'est contradictoire, non? Tu viens de me dire, c'est pas bien. Tu viens de me dire, c'est pas ton truc. Tu viens de me dire, tu perds ton temps. Tu viens de me dire, cette fille, elle n'est pas sérieuse. Tu viens de me dire, c'est pas pour nous. Tu viens de me dire, tu ne seras pas heureux. Tu viens de me dire, tu es trop jeune pour comprendre. Tu viens de me dire. Et à la fin, tu me dis, ok, je t'ai tout dit. Tu veux? Épouse-la. Tu dis, papa, je l'épouse. Moi, mon fils, je t'ai parlé, je t'ai expliqué. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai allumé des veilleuses. Ouais. Mais si vraiment tu es convaincu, en 2 mots, je vais venir à la Chopa, je vais dépenser 23 000 euros pour ton mariage, je vais inviter toute la famille, et dans 6 mois, quand tu vas venir me dire, mais papa, elle a aucune midote, elle me dit des gros mots, mais papa, j'ai honte, maman, jamais elle t'a parlé comme ça, elle se promène toute nue, elle drague le livreur de Amazon. Je dis, Amarti lecha, je t'ai dit mon fils, je t'ai prévenu. Toi tu m'as dit, ouais, tu veux me briser mon bonheur. Je t'avais prévenu. Maintenant tu veux l'épouser. Attention mon fils, on divorce pas. Maintenant tu te débrouilles avec elle, tu grandis avec elle, tu l'as fait évoluer, tu l'as fait devenir le diamant que tu as cru qu'elle était. Mais c'est pas que maintenant que tu as mangé les fraises, tu veux rendre le fond de tarte. On n'est pas compatibles, il vaut mieux qu'on divorce, qu'est-ce qu'on fait l'un avec l'autre? Il y a 3 Neshamot qui sont nés là. Ils sont en train de vous regarder les 3, en train d'attendre que les 2 brels qui les ont mis au monde deviennent des adultes. Alors il va falloir faire un stage accéléré de maturité. Parce qu'on va pas jeter 3 Neshamot, parce que monsieur et madame sont des Hamorim. Alors débrouillez-vous pour grandir. Donc c'est une démarche. Ouais. Tu as une question? Réfléchis. Qu'est-ce qui se passe chez toi? T'as pas envie de réfléchir? Parce que tu réfléchis avec le bas de ton corps, ou réfléchis avec le haut de ton corps. Parce que toi tu vois les millions d'euros au lieu de voir la malhonnêteté du problème. Ouais. Parce que toi tu vois le soleil au lieu de voir que derrière il y a quelque chose qui va pas. Donc on te dit, Ani eni metzavelecha. Ta neshama elle te dit, ta conscience elle te dit, tes parents ils te disent. Mais toi tu t'entêtes. Hachem il dit ok, tes parents te disent ok. Im tirtse shlach. Ça veut dire quoi? Im tirtse, c'est quoi tirtse? Tirtse c'est imata rotse. D'accord? Rotse c'est ratson. Ratson c'est quoi? Ratson c'est la volonté. La volonté c'est quoi? C'est l'énergie de l'âme qui est maîtrisée par l'homme. Donc quand on te dit je veux, le je c'est toi, mais le veux c'est pas toi. Le vœu, c'est une énergie qui vient de l'âme, qui s'appelle la vie, d'accord? Et qui génère la volonté. Maintenant, cette énergie, quand elle est prise en charge par l'homme,
elle s'appelle la volonté. Maintenant, étant donné que cette énergie, elle vient de l'âme, donc, et que l'âme, elle est divine, et que tout ce qui vient de Dieu est divin, donc l'énergie qui vient de l'âme, donc la volonté est divine. Mais l'orientation de la volonté est humaine. Ça va? Maintenant, quand tu dis je et veux, automatiquement, ça veut dire que ton je, il est à la hauteur d'assumer le vœu. En français, on appelle ça un choix. Maintenant, tous les choix qu'on assume sont bons. Pourquoi? Parce que étant donné que la volonté vient de la Neshama, donc quand tu prends ton ratson et tu le mets dans le bien, tu vas produire du bien. Quand tu mets ton ratson et tu le mets dans du mal, ouais, si c'est par incompétence ou par ignorance, mais il y avait de la volonté quand même. Donc, au mieux, si c'est bien, c'est un bon choix. Au pire, c'est une expérience. Mais si le vœu, il n'a jamais existé parce que le je n'était pas là, ouais, donc c'était plus fort que moi. J'étais aveuglé, je me suis marié comme un idiot, j'étais inconscient, je ne me rendrais pas compte des risques, je ne savais pas que que j'étais prêtre, non. Je ne savais pas que d'être garant, c'était responsable. Tu vas aller en prison. Mais pourquoi, monsieur le juge, j'ai rien fait? Mais tu vas aller en prison pour faire les études que tu n'as pas voulu faire avant de devenir garant. Parce que tu fais les études avant. Quand le mec il te dit je te donne 3 000 euros par mois et tu signes, le mec il dit mais je vais signer quoi? Ben, je vais signer que quand on va pas payer la TVA c'est sur ta gueule, que quand on va pas payer les fournisseurs c'est sur ta tronche, que quand on va pas payer les impôts c'est sur ta tête, et toi tu pourras partir avec un aller simple pour Tel Aviv, et nous on pourra recréer une autre société avec un autre pigeon. Mais alors c'est pas cher 3 000 euros puisque vous allez prendre 3 millions. Bienvenue au club, tu commences à devenir intelligent. Moi combien de fois, je vous dis la vérité, des petits jeunes comme ça, Ramed Chetrit, à la fin du mardi soir, Ramed Chetrit, faites-moi une bracha parce que j'ai une belle opportunité qui se présente. Je dis ah bon, ouais, je fais à peine de faire mon bac et un ami à mon père m'a proposé d'être garant. Je lui dis mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Pas garant, gérant. Tu vas être gérant. Ouais, il me donne 1000 euros, je fais rien, il m'a dit t'es même pas obligé de venir. Tu vas être gérant, au nom propre. Ouais, c'est moi, monsieur. Donc il va déposer le bilan. Toi, tu ne pourras plus recréer une société toute ta vie. Tu vas être interdit bancaire. Il va te laisser 300 ou 400 000 euros sur la tête d'URSSAF. Et toi, t'es cool. Ouais, mais attendez, grave. Il m'a dit qu'il allait m'offrir un scooter. Je dis, c'est bien, comme ça, tu pourras te mettre dans un mur. C'est combien des comme ça? Des jeunes? Mais Nia, comme ça, tranquille. Genre, Simine Chamaim. J'avais besoin justement de 900 euros, et là, le bon Dieu me donne 1000. 1000 plus le loyer gratuit, à la santé. Toi qui rêvais d'apprendre des langues du Maghreb, ouais. Mais tu sais quoi? Peut-être qu'il a besoin de ça. Parce que quand des gens, tu leur as prouvé, expliqué, démontré, et qu'ils ne comprennent pas, ça veut dire que c'est la vie qui doit leur expliquer. Il y a des gens, ils ont besoin de divorcer pour devenir adultes. Il y en a, ils ont besoin d'attraper une maladie pour comprendre que c'est grave. Il y en a qui ont besoin d'un dépôt de bilan. Il y en a qui ont besoin de la brigade financière. Comprendre que c'est pas vraiment honnête. C'est pas du vol, mais c'est pas vraiment cachère. Enfin, c'est 10 bien 10 balles, ça s'appelle du binaire. Mais si tu es binaire, tu fais du binaire, il vaut mieux que tu sois bipolaire. Comme ça, on pourra comprendre ce qui t'arrive. Puisqu'une fois sur deux, tu es malhonnête. Tu ne dors que d'un œil. Non, tu ouvres bien les deux yeux et tu fais la alia. Tu ouvres bien les deux yeux et tu te maries avec cette femme. Tu ouvres bien les deux yeux et tu vas dormir avec lui. Parce que quand tu dors avec lui, ne viens pas me dire papa, je suis enceinte. Mais qu'est-ce que tu crois qu'elle est arrivée? Une grippe. Et papa, il m'a dit, tu seras la mère de mes enfants, tu seras la femme de ma vie, nous vieillirons ensemble. Et quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a dit, je te connais plus, efface mon numéro. Il a jeté son portable par la fenêtre. Toi, tu es atteint d'une maladie extrêmement grave qui s'appelle la NIA, qui a été reprise sous la forme de la MIA,
par un grand rave qui s'appelait l'Armia. Et c'est ça ton problème. Donc tout le cheminement de la vie, il est marqué là. Shlach lecha, envoie vers toi. Quand tu as une décision à prendre, quand tu es devant un stress, quand tu es devant un choix, rentre chez toi. Ouais. Quand tu as un problème avec ta femme, avec ton mari, tu as un problème avec tes enfants, rentre chez toi. Va chez toi, réfléchis chez toi. Lecha, d'accord? Ani ni metzave lecha, c'est ta conscience, elle t'a donné son avis. Tu sais très bien ce qu'ils pensent tes parents. Ne dis pas je savais pas, j'ai pas réfléchi. Tu sais très bien ce qu'ils pense ton cerveau. Tu sais très bien ce qu'ils pense ton équilibre. Parce que même si tu n'es pas religieux, mais quand même tu as des principes. Même si tu n'as pas de principes, tu as quand même des valeurs. Même si tu n'as pas des valeurs, tu as quand même un instinct de survie. Tu n'es pas un zombie, tu n'es pas un cadavre qu'on est en train de disséquer, non? Jusqu'à quel point tu dis je ne m'en rendais pas compte, je m'y attendais pas du tout. C'est marqué ici. Et si vraiment on a tout fait pour te convaincre et tu veux pas, alors tu fais ce que tu as à faire. Il me tire, tu sais. Une fois, j'étais au Canada. Ils sont venus un petit couple comme ça. La femme, elle avait un ventre, ça comme, c'est un modèle très connu chez Prénuptia, d'accord? Elle vient me dit, Rav, nous avons des problèmes de couple, il faut qu'on vous parle. Je dis, écoutez là, je suis atterri à 6 heures, je suis rentré au cours à 7 heures. Ça fait 2h30 que je parle, je suis fatigué. Elle me dit, oui, mais c'est un cas de divorce. Je dis, c'est pas de ma faute, bon, c'est pas grave. Alors, je les ai écoutés, ils sont venus les deux. Maintenant, dès qu'on commence à parler, au bout de 5 minutes, elle me dit, oui, il ne tient pas compte de moi, il ne fait pas attention, depuis que je suis enceinte, il ne me regarde plus, il joue sur son ordinateur, et je lui parle, il ne me répond pas. Je dis, madame, vous pouvez sortir s'il vous plaît? Elle sort. Je voulais parler avec son mari, je ne voulais pas qu'elle écoute. Maintenant, ça fait même pas 1 an qu'ils sont mariés. Je lui dis, dis-moi, depuis quand tu as arrêté de l'aimer, ou est-ce que Bichlal, tu l'as jamais aimé, cette femme? Il me regarde comme ça. Mais quoi? Mais vous avez un a priori? Je dis, arrête. Arrête de me faire une vente. Chacun son métier. Tu aimes pas ta femme? Alors il se met à pleurer, il me dit, en fait, je l'ai rencontré, pas très cachère. Ses parents, ils étaient un peu religieux. Ils nous ont mis devant le fait accompli. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu côtoies ma fille pour se marier ou non? Moi, j'avais pas vraiment d'intention. Après, quand je leur ai dit que je venais d'un couple de divorcés et que j'avais pas vraiment de diplôme et de formation, ils m'ont jeté. Et moi, j'ai dit quoi? Ils me jettent, cette fille, je vais la voir. Et 1 an, je me suis battu et je l'ai eue. Et ils sont venus à la Choupa, et au Hachem, on a fait un grand mariage. D'ailleurs, ils ont tout payé. Et après qu'on s'est marié, qu'elle est tombée enceinte le premier soir, je me suis dit, mais en fait, je l'aime pas. Je l'ai aimé par défi. Pour prouver au père que j'avais plus de cerveau que lui. Je lui dis, mais t'as entraîné une femme là-dedans? Parce que ta femme, elle est convaincue que tu l'aimes. T'as entraîné un enfant là-dedans puisqu'elle est enceinte. À Botaï. L'inconscience. Je crois que c'est la plus grosse des avérotes qui existent. Ça s'appelle les Siyahada'at. Je dis, mais écoute-moi bien. Cette femme-là, cette fille-là, c'est ma fille. Ah bon, c'est votre fille? C'est comme ma fille. Si tu l'as fait souffrir, je viens, je te coupe en morceaux. Il m'a dit, vous êtes un taliban? Je lui dis, pire, c'est des enfants de cœur. Je fais comment une femme qui a cru en toi, tu la mets enceinte, et maintenant tu n'as plus de sentiments? Mais tu es un cheval, toi. Je dis, d'abord, tu l'aimes. Maintenant, il faut que tu t'éduques, que tu refasses les calculs. Tu as 9 mois pour réfléchir. Est-ce que tu vas laisser naître un enfant sans père ou avec un père? Ah, il s'est mis à pleurer et tout ça. Il me dit, mais comment je fais si j'ai pas de sentiments? Je dis, tu as 9 mois pour apprendre à l'aimer. Si dans 9 mois tu l'aimes pas, on en reparle. Mais pour l'instant, tu t'es marié comme un imbécile et tu vas divorcer comme un idiot. Ça fait beaucoup au cumul. Donc prends ton temps, réfléchis bien, c'est une fille de famille, elle est sérieuse. Toi aussi, tu es un gars sérieux. Bon, ça s'est démarré sur des systèmes un peu bizarres. Mais les chats, ils retombent sur leurs pattes. La tartine, elle retombe du bon côté. Alors tu peux sauver l'histoire. Alors au Hachem, maintenant, ils en sont au 3e et tout va très bien. Ils sont construits. D'accord? Mais est-ce qu'on était obligé d'arriver là? Est-ce qu'on était obligé de faire tout à l'envers?
Est-ce que tu as déjà vu un charpentier qui pose le toit avant de mettre les murs? Il dit bougez pas, je vais chercher les maçons. Mais ça va pas. On met pas le toit. On met les murs. Après on met le toit. Donc avant de ramener ton toit, avant de la ramener, mets les murs. Protège la situation. Assure les arrières. Prépare l'avenir. Et après ramène-la un petit peu. Ramène ton toit. Mais jusque-là, ferme-la. Parce que tu crois que tu as fait quelque chose. C'est le bon Dieu qui a tout fait. C'est pour ça que je donne toujours cet exemple. C'est comme un monsieur à Anvers, il est tailleur de diamants. Il est vendeur de diamants. Et il est jeune. Et il a bien appris le métier, grâce à Dieu, à l'âge de 16 ans. Maintenant, il a 23 ans. C'est un des meilleurs négociants de diamants d'Anvers. Et Baruch Hashem, il se marie. Et il se marie avec une belle jeune fille, gentille, Hnina, tzadeket. Et lui aussi, c'est un tzadik. Et sa femme, elle tombe enceinte. Aïe, 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 quel bonheur, quelle joie. Tout le monde est content. Et Baruch Hashem, la grossesse se passe bien. Mais au moment de l'accouchement, il y a des difficultés. L'accouchement, il est très long, très dur. Malheureusement, à l'intérieur, ça se passe mal. Il y a une hémorragie interne. Il y a une déchirure, il y a un truc. Destruction des ovaires. Les médecins, ils disent, écoutez, Baruch Hashem, le bébé, il va bien. La maman, elle a été sauvée in extremis. Mais vous ne pourrez plus avoir d'enfant. Et ils ont un seul enfant. Elle dit, c'est pas grave. Dieu nous a donné ce diamant. Et il le gâte. Et mon chéri, et mon cœur, et ma vie. Et elle lui fait tout ce qu'il faut. Et le père, c'est un diamantaire. Donc il a 22 ans, il est papa, il a un enfant. Et pendant 20 ans, combien il voit de millions de diamants? À chaque fois qu'il voit un beau diamant, il traverse à la bourse, travaille à la bourse, donc il en voit passer des milliers par jour. Chaque fois qu'il trouve un très beau diamant, il l'achète. Il dit ça sera pour la fiancée de mon fils. Si Dieu veut, quand il sera Hatan. Et après, 6 mois après, il trouve encore un plus beau, plus pur, plus extraordinaire. Il vend l'ancien et garde celui-là. Imagine maintenant, il arrive aux fiançailles de son fils. Et Baruch Hashem, il a vu 22 millions de diamants. Et sur les 22 millions de diamants, il a gardé the diamant of the diamant. Ouais, 19 carats, pureté exceptionnelle, une blancheur incroyable. Un taboz, on appelle ça, dans le jargon professionnel. Ouais, mon fils, Hashem nous a donné un diamant, c'est toi. Maintenant, Hashem nous a envoyé un autre diamant, c'est ta Kala, une famille extraordinaire. On en sache qu'avec ta mère, on n'a eu que toi. Et ça, dans mon métier à moi, je suis diamantaire. Ça fait 20 ans que je sélectionne des diamants. Et voilà le diamant que j'ai gardé pour tes fiançailles. Imagine ce diamant, comment il doit être ce diamant après qu'il a vu 22 millions de diamants. Ça va? Super. Et l'enfant, dans un élan extraordinaire de mesquinerie, il dit, papa, ça ne te dérange pas si je le fais expertiser? C'est ce qu'il a dit à Hachem. Ani amarti la em chez Itova. Moi, je vous ai dit que la terre d'Israël, elle est bonne. Je vous ai fait sortir d'Égypte. J'ai massacré les Égyptiens. J'ai ouvert la mer. Je vous ai donné toute la richesse d'Égypte. J'ai détruit les idoles. J'ai fait les 10 plaies. J'ai fait 1 an de miracle. Et maintenant, vous voulez envoyer les explorateurs. Vous avez compris ou non? Toi, tu dis, non, mais c'est par objectivité, c'est quand même mieux d'expertiser, c'est quand même mieux de vérifier, c'est quand même mieux d'envoyer des explorateurs. Amarti la M Sheitova. Moi, c'est moi, Dieu, je vous dis qu'elle est bonne. Vous allez envoyer des explorateurs. Toi, tu as peur de ce que tu vas trouver. Je te dis, tu devrais avoir peur de ce que tu vas chercher. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, regardez la phrase comment elle est. Et après, j'arrête parce que je vois que vous êtes à un niveau de saturation. Regardez la fin de la phrase, elle fait peur. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Chayehem. Il a juré par leur vie. Chez Ani noten la em makom litaot bedivra miraglim. Que je vais donner pour eux un endroit pour se tromper. C'est-à-dire que je vais créer une opportunité d'erreur. Les ma'an lo irashua, afin qu'ils ne l'héritent pas. Alors je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu le film, que là, on est avant l'histoire. D'accord? Les Bnei Israël ont eu peur, ils ont demandé à envoyer des explorateurs. Moshe est en train de parler avec Hachem.
Est-ce qu'on envoie ou on n'envoie pas? Donc, ils n'ont pas encore décidé. Ils n'ont pas encore envoyé. Ils n'ont pas encore sélectionné ceux qui allaient partir. Ils n'ont pas encore envoyé. D'accord? Les explorateurs ne sont pas partis. Ils n'ont pas vu des choses négatives. Ils ne sont pas encore revenus. Ils n'ont pas encore raconté. Les bénis Israël n'ont pas encore eu peur. Ils n'ont pas pleuré. Hachem n'a pas encore été déçu. Hachem ne s'est pas encore mis en colère. Et Hachem ne les a pas condamnés à mourir dans le désert. Ça va? Il ne s'est rien passé. Vous me suivez ou non? C'est très très important. Je sais que vous êtes fatigué, mais vous avez compris. Il ne s'est encore rien passé. Et déjà Hachem, il a raconté toute l'histoire. Parce qu'il a dit Chayem shani noten laem makom letaout bil divra meraglim le ma'an lo irashua, afin qu'il ne l'hérite pas. Vous avez compris ou non? Hein? Ça veut dire, écoutez bien ce que je dis, ça veut dire que l'histoire, elle était terminée depuis le début. Tu vois cet enfant-là, depuis le départ, en ne foutant rien à l'école, déjà il a pratiquement fixé sa destinée. Tu vois celle-là, on m'entend tout le temps. Elle a déjà fabriqué son niveau scolaire, les gens qu'elle côtoie, le margoulin qu'elle rencontre, la belle famille de voyous, les enfants tordus et la dépression. Tout est déjà depuis le départ. Parce qu'elle foutait rien à l'école, parce qu'elle ne s'est pas investie, parce qu'elle n'a pas obtenu de résultats, parce qu'elle est rentrée en échec scolaire, parce qu'elle n'a pas de respect d'elle-même, parce qu'elle n'a pas finalisé des choix, parce qu'elle a rien qui l'a construit, donc elle a épousé par dépit quelqu'un qui l'a épousé par pitié, et les enfants qui vont naître, et l'insatisfaction d'être, et la déception d'elle-même, et la dépression. Tu sais quand? Quand elle ne voulait pas apprendre l'étape de multiplication, en CE2. Tu dis, mais c'est une malédiction, c'est un gzera, c'est pas un gzera. En français, on appelle ça la suite logique des choses. Elle fait des mathématiques, non? Mathématiques très intéressant. Un point, un point, un point, un point. 2 points, très intéressant, on peut faire un segment de droite. Mais on peut aussi faire prolonger la droite. 3 points, hop, 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 ça commence à être une courbe. 5 points, mais c'est une destinée. Maintenant, si toi, tu pouvais tracer les points de la courbe de ta vie, tu pourrais anticiper la suite de la droite. Mais non, toi, chaque point séparément. Ce point-là, c'est à cause d'elle. Ce point-là, mes parents n'ont pas compris. Ce point-là, je n'étais pas dans la bonne école. Ce point-là, j'ai épousé, je me suis marié trop vite. Ce point-là, cet enfant, je ne le voulais pas. Ce point-là, mon patron, il n'a pas compris ma valeur. Ce point-là. Alors, chaque point de la courbe, il n'a aucun rapport avec l'autre. Donc, il n'y a pas de courbe. Donc, c'est toujours la faute des autres. Et toi? Eh ben, moi, je suis un accident de la nature. Je suis une xéra. Chayem chez Ani noten la M makom les taout. T'as pas compris encore? Il y aura toujours une occasion de se tromper parce que l'occasion de voir le vrai, c'est l'occasion de voir le faux. L'occasion de réussir, c'est l'occasion de se planter. Pourquoi est-ce que les placements à risque rapportent plus que les placements sans risque? Pourquoi un placement sans risque, il rapporte 1% hors impôt? 1%, ça veut dire... En Israël, c'est pire, 0,001. La banque, elle va te demander de l'argent pour l'argent que tu as chez eux. Maintenant, eux, ils vont prendre 32% d'intérêt. Ils vont gagner avec ton argent. S'ils se plantent, c'est pour ta tronche. S'ils gagnent, c'est pour eux. Et toi, ils te donnent 1% après négociation ardue. Et toi, tu es fier parce que ton cousin, il a eu 0,8. Et toi, tu as eu 1. Et tous les banquiers, ils sont en train de mourir de rire là-bas. Ils vont faire un claquage de l'estomac tellement ils se marrent. Mais les placements à risque, ça gagne plus. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que dans le placement à risque, tu t'engages plus. Et dans le placement sans risque, tu ne t'engages pas. Toi, tu aurais épousé la fille du milliardaire. C'était facile. Tu te maries, tu achètes l'appartement déjà. Après, tu dis, mon fils, viens travailler avec moi, il te donne 9 000 euros, bien que tu es incompétent et vraiment, c'est irrespirable tellement que tu es incompétent. C'est pas grave. D'accord? Après, comme tu t'ennuies toute la journée parce que tu n'as rien à faire dans un bureau, tu fumes des joints.
Après, la secrétaire, tu la trouves plus attirante que le photocopieur, parce que tu n'as rien à faire ta journée. Mais si tu avais épousé un gars qui t'a dit, écoute, moi, j'ai une seule valeur, c'est ma fille. Elle est sérieuse. Elle a passé sa licence de mathématiques, elle est sérieuse. Tu la veux, c'est tout ce que j'ai à te donner. Mais c'est un diamant. Et vous deux, vous êtes battus. Tu as fait médecine dans une chambre de bonne. Et maintenant, tu as ouvert ton cabinet. Et maintenant, vous avez 6 appartements dans le 16e. Mais centime après centime, vous les avez fait. Tu vois, maintenant, tu as payé, tu as gagné. Tu as payé, tu as gagné. Moi, je connais des gens, ils ont fait tchouva. Tellement leurs parents, ils étaient éloignés, ils n'ont même pas voulu venir à leur mariage. C'est grave. Et des bourrés de chez bourrés. Ils ont vécu dans une misère incroyable à Yerushalayim. Maintenant, les deux, la femme, elle a écrit un livre, le mari, il a écrit des livres. Ils sont bien, ils sont connus, et leurs parents, mais quelle fierté. Tu sais qui c'est mon fils, tu sais qui c'est ma belle-fille. Tu te rends compte que l'Archouma, ils ne sont même pas venus au mariage parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le niveau de religion. Mais je suis sûr qu'ils seraient mariés avec un homo et avec un black, et ils seraient venus au mariage par objectivité. Mais avec un religieux, non, on ne vient pas. C'est pas notre style. Et maintenant qu'ils voient leurs petits-enfants de Sadikim, ils sont fiers, ils disent, ah, t'as vu? Ils disent à tout le monde, ah, t'as vu les enfants qu'on a? T'as vu mon petit-fils? Tu sais que mon petit-fils, il fait la Mishnah, hein? Alors que lui, il ne sait même pas faire Ashreyo, je vais bêter. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à la finale, le gars, il va voir la valeur des choses. Mais combien il a fallu payer pour ça? Ben moi, je dis le contraire. Peut-être que ce qu'il a payé, c'est ça ce qui lui a donné la valeur. Donc, tu veux ou non? Peut-être que ce qu'il a crevé, c'est ça qui lui a donné la valeur. Et que s'il avait été facile, il n'aurait rien eu du tout. Pourquoi? Parce que l'occasion de réussir, c'est aussi l'occasion de se planter. Ouais. L'occasion de faire des sacrifices, c'est aussi l'occasion de profiter des sacrifices des autres. Il y a toujours le choix. Maintenant, quand toi, tu ne fais pas le choix de faire l'effort, donc tu fais le choix que quelqu'un d'autre va faire l'effort à ta place. Le problème, c'est que le choix de l'effort fait grandir, alors que le choix du non-effort ne fait pas grandir. Et grandir, ça donne la maturité, et ça donne l'équilibre, et ça donne la satisfaction d'être, et ça donne le bien-être. Maintenant, tu vois, l'autre, il a crevé, mais il est bien dans sa peau. L'autre, il a triché, mais il est mal dans sa peau. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné? C'est ce qui est marqué ici. Hachem, il a dit, c'est vrai qu'il y aura la guerre, c'est vrai, mais ça y est, je vous ai tout donné, je vous ai fait sortir d'Égypte. Ouais, je comprends pas, je t'ai élevé depuis 25 ans, mon fils, tu crois que je veux te planter? T'as pas confiance en moi? Tu crois que je veux te détruire? Ouais, papa, tu veux m'étouffer? Ouais, mon psy, il m'a dit, ma copine, ils m'ont dit, mes copains, ils m'ont dit, ouais, faut pas se faire écraser par ses parents, faut être libre, faut faire ce qu'on veut. Mais réfléchis, mon fils, réfléchis. Tes copains, tu les connais depuis 3 semaines. Nous, ça fait 25 ans qu'on te connaît, on t'a enlevé la caca des couches, on t'a enlevé la chnouna du nez, on t'a supporté ta crise d'essence de fou, on t'a accompagné quand tu étais avec la Goya pendant 3 ans, on a prié la mort pour que tu la quittes. Et maintenant, tu crois qu'on veut te planter. Ouais, de toute façon, vous m'aimez pas. De toute façon, au fond, vous me connaissez pas. Au fond, vous m'appréciez pas. Écoute, mon fils, si tu as envie de manger du rat et du porc, ne viens pas dire que les gens qui t'aiment, ils t'aiment pas. Va manger ton porc. Ne te sers pas de nous pour légitimer ta lourdeur. C'est ce qu'il a dit à Hachem. Parce que de toute façon, il y aura la possibilité du bien et la possibilité du mal. Il y en aura. Maintenant, le gars qui est malin, il dit, il y a le bien et le mal, mais choisis le bien. Mais le brel, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, puisqu'il y a le choix, choisis le mal. Et étant donné que c'est toujours plus facile de se laisser aller que de se prendre en main, et c'est plus facile de descendre que de monter, puisqu'il faut des milliers de litres de kérosène pour envoyer une fusée sur la Lune, alors qu'il suffit de couper le contact pour faire tomber un avion. Donc tu vas décider. Ou tu vas être dans une école de Miya'ale Be'ar Hashem, qui va monter sur la montagne d'Hachem, et tu vas éduquer, et tu vas étudier la Torah, et tu vas te lever à la prière, et tu vas mettre les tefilines avec la kavana, et tu vas lutter contre tes mauvaises pensées, et tu vas travailler honnêtement, et tu vas gagner chaque shekel avec la shechina, et tu vas être souriant, et tu vas être positif, ou non.
Tu vas passer ta vie à dire, vous la connaissez pas, vous savez pas ce que j'ai vécu, mes parents sont des fous, mes beaux-parents sont des voleurs, le quartier il est mal placé, on voit pas le soleil d'ici, la mer et les trucs, l'air est trop salé, mon t-shirt il me serre, mon slip il me rend, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Parce que de toute façon, il y aura toujours les deux. Il y aura toujours les deux. Ouais, il y aura toujours les deux. Mais toi, sache que ne crois pas que c'est maintenant que tu es arrivé devant les murailles que tu as vu le danger. Non, c'est depuis que tu t'es relâché. C'est pas que maintenant que l'autre t'a planté que tu t'es fait avoir. C'est depuis que tu as trempé dans des affaires bizarres. Ouais. C'est depuis que tu as planté ton beau-frère il y a 10 ans que le bon Dieu l'attendait de te faire payer. Ouais. C'est que les choses, malheureusement, elles se tracent d'elles-mêmes. Parce que les graines de rose, elles donnent des roses. Et les graines d'ortie, elles donnent des orties. Donc ne t'énerve pas en voyant des orties. Maintenant, sachez que les graines de rose, il faut les acheter. Mais si vous allez dans tous les magasins de jardinage et que vous demandez des graines de mauvaises herbes, ça ne se vend pas. Pourquoi? Il y en a partout. Ça pousse tout seul. Donc ne faites pas des efforts pour devenir nul. Restez naturel. Mais faites des efforts pour devenir des tzadikim. Parce que c'est pas naturel, c'est même surnaturel. C'est les ma'ala minateva. C'est au-delà de la nature. Alors si vous avez compris ça, vous avez compris qu'en fait, tous les choix qu'on va aborder dans la vie, malheureusement nous, on attend la fin pour comprendre le début. Mais si on était un peu malin, on analyserait le début. Comment tu t'es marié? Combien de fois des gens ils viennent me dire, ah mais je dis, mais où vous êtes rencontrés? En boîte de nuit. Quand vous êtes rencontrés, c'était pour draguer ou se marier? C'était pour coucher ou pour investir? Est-ce que vous êtes respecté? Ouais. Comme l'autre qui vient me dire, ah mais Chétrine, vous pourriez faire une enquête sur ma future belle-fille, je crois qu'elle est mamzérette. Je dis, mais je comprends pas, ça fait 4 ans que votre fils il est avec elle. Maintenant qu'il veut se marier, vous demandez si elle est mamzérette. Ah, s'il dort avec une mamzérette, ça vous dérange pas. Mais qu'il se marie avec une mamzérette, ça vous dérange. Mais je crois que c'est vous la mamzérette. Qui laisse votre fils n'importe quoi avec son corps. Et maintenant qu'il a bien amusé avec la fille, vous dites, c'est pas évident, on pourra pas se marier avec elle. C'est toi la mamzérette, c'est pas elle. Parce qu'elle est une IA, elle croyait vraiment que ton fils il allait l'épouser, puisque ça fait 4 ans qu'il lui fait des promesses. Vous avez compris ça? C'est-à-dire, reviens à l'origine du problème. D'accord? Tu veux t'associer avec quelqu'un? Regarde. Il est sérieux, il est cachère, il est honnête, il trompe sa femme, il trompe pas sa femme. Est-ce qu'il est bien? Ah, tu dis, c'est pas grave, il a la baraka, tout ce qui touche, ça se transforme en or. En ordure, pas en or mou. Ouais. Fais attention, parce que l'histoire, elle est là. Après, toi, tu viens 5 ans après, tu dis, oh, ben, Chétrine, vous vous rendez compte qu'il m'a planté de 3 milliards. Il a monté une comptabilité en parallèle. Il a créé une société en truc. Il facturait chez nous, il vendait chez l'autre. Et tout ça chez lui. Mais c'est de la folie. Mais comment c'est possible? Mais la première fois que tu l'as vu, la première fois, rappelle-toi, à la bar mitzvah du cousin, vous étiez assis tous les deux. Quel premier sentiment t'as eu? Tu as dit, celui-là, Margoulin. Le bon Dieu, il t'a prévenu. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis des couches de chocolat. Mais un excrément de chien, même si tu mets beaucoup de chocolat, non, je sais que c'est extrêmement gênant, mais il faut pas le manger. Il faut marcher dessus, ça porte bonheur. Toi, tu as fermé les yeux. Ouais, quand on t'a dit c'est des milliardaires, tu as dit ma fille, elle sera heureuse. Mais s'ils sont milliardaires et qu'ils sont tordus, ta fille, elle va être heureuse. T'as compris? Tu dis, ah oui, mais il a une très belle situation. Oui, d'accord, mais il est bipolaire. On va s'arranger avec ça. On va pas épouser un gars qui a rien, mais qui est courageux. Moi, je connais quelqu'un de très riche. Encore un peu plus. Très riche. Et quand elle voulait épouser quelqu'un, elle disait à son père, papa, j'ai rencontré un garçon. Je crois que le père lui disait combien il a d'argent. Je crois que le père lui disait combien il a de milliards. Je crois qu'il lui demandait combien il a fait d'années d'études. Il demandait une chose. Écoutez bien. Hein. Il demandait est-ce qu'il se lève le matin. Il se lève le matin. Il se lève le matin. Il se lève le matin. Si en plus il se lève pour la prière, Kolakavod. Bon, il se lève pour travailler.
Bravo. Ouais. Il se lève pour sa famille. Extraordinaire. Il se lève parce qu'il a donné sa parole. Ouh, ils étaient sadiques. Il se lève pour faire le dafayomi. Ouh, les ma'ala. Ouais. Mais il se lève. L'autre, il se lève pas. Maintenant, il est bourré, mais il se lève pas. Il est très intelligent, mais il se lève pas. Il est rempli de diplômes, mais il se lève pas. Il se lève pas. Il se lève pas. Il se lève pas. Tu attends même le mois qui se lève, il se lève pas. Donc c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, l'histoire, elle est finie depuis le départ. C'est ce qui est marqué ici. Donc le plus important, c'est le départ. Donc il faut éduquer les enfants à voir loin, loin vers l'avant, mais toujours en se demandant d'où est-ce qu'ils viennent. Mais s'ils oublient d'où est-ce qu'ils viennent, ou si tu n'as pas réussi à les convaincre de ce qu'ils valent, ouais, ils vont faire des mauvais choix, qui vont les obliger à se rendre compte d'au fond qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils valent. Ça va? Chazak ou Baruch. Alors c'est bon, c'est pas un spectacle. Donc alors, deux choses à vous dire. Premièrement, vous savez que Shimshon il est là, vous le voyez ou non? Il s'appelle Shimshon Nathalie. Il a fait un film qui s'appelle Israël. J'ai même participé dedans, parce que Brad Pitt ne voulait pas. Donc, restez calme. Il est très bien. Je vous conseille de le voir. Il y a la possibilité de le voir sur Internet. Voilà. Vous allez voir Shimshon, il va vous expliquer comment il faut faire. À part ça, ça on en a, oui. On a amené ces deux livres-là. C'est un livre sur la Providence et un livre sur la Emouna. D'accord? Ils valent 12 € chacun. Mais ce soir, ils sont gratuits. Vu qu'on en a fait 10 000, et c'est les derniers qui restent. C'est offert, c'est gratuit. Ça me rappelle les vendeurs sur le boulevard. Et à part ça, on a amené quelques livres qui, eux, sont payants. Pour ceux qui ont compris que la Teshuvah, il faut investir un petit peu. Voilà, ils sont là à disposition. On a oublié quelque chose? Voilà. Kola Kavod, merci beaucoup. On va dédier le cours pour tous les malades d'Israël auxquels vous pensez. Hachem leur envoie une fois chez les mains. Et moi, je vais rajouter Simcha Mat Flecha, Rav Chaim Zvi Ben Sarah, Shmuel Eliyahu Ben Suzanne Sarah, Dina Bat Esther, Eliezer Yaakov Ben Yael, et tous les malades d'Israël. Chazak ou Baruch. À bientôt. Merci pour le Rav qui a organisé. Kol HaKavod.